Bonjour, ici Xavier Saint-Cyr et bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courir un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC et aujourd'hui je te parle de la science derrière la gamme Ultra Énergie, les produits signature de NAC depuis plusieurs années. Chaque produit est conçu pour t'alimenter sur les longues distances avec un ratio optimal de glucides pour un apport constant en énergie, des protéines complètes pour réduire la fatigue musculaire et des électrolytes pour remplacer ce que tu perds en sueur. C'est le fruit de recherches poussées, mais aussi d'un engagement à produire de manière éco-responsable. Dans la gamme Ultra Énergie, il y a des drink mix, des bars, des gaufres, des gels, des purées. Mais ce qui est le fun, c'est que si c'est de l'ultra-énergie, ben t'as pas à te poser de questions ou à faire des calculs dans ta tête pendant l'effort pour savoir si t'as tous les nutriments dont t'as besoin. C'est de l'ultra-énergie, donc t'as tout ce qu'il faut. Et comme d'habitude, NAC t'offre 15% avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 252 et mon invité rit parce que je viens tout juste de dire exactement ça et j'avais oublié de partir de l'enregistrement, fait qu'il connaît mon intro qui était que, hey Xavier, ça fait des mois qu'on m'écrit quand est-ce que tu reçois Xavier Saint-Cyr. Après le QMT, on m'en a parlé. Après Arikana, on m'en a parlé. Je disais au monde, ça s'en vient. Je l'ai même teasé dans un dernier épisode. Xavier, une fois pour toutes, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci, ça me fait vraiment plaisir de figurer sur ton podcast et de te jaser de très haut. Écoute, tout le plaisir est pour moi. Tu le disais avant qu'on enregistre. On s'est déjà parlé sous forme d'entrevue parce que tu étais venu dans le boot post-ton QMT, là où on enregistrait le live, les entrevues, les hot seats qu'on appelle. Et à ce moment-là, tu venais de te taper 135 km dans les sentiers techniques et montagneux de Charlevoix. Moi, c'était pas un effort physique comparable, mais ça faisait 12 heures que j'étais en ligne. Je me rappelle vaguement de ce qu'on a parlé. Puis je pense que c'est correct, on va pouvoir recommencer à zéro. Ce sera notre prise 2 de notre entrevue avec un cerveau un peu plus présent. Quoique toi, tu reviens tout juste de Whistler by UTMB. T'es arrivé au Québec hier? Je suis arrivé dimanche. Ok, t'es revenu dimanche. Ok, Ouais. fait que là, tranquillement, la routine reprend. Exactement. Mais ouais, ça me fait plaisir qu'on se rejase. Après le QMT, j'étais également un peu dans les vapes, là. Mes amis ont écouté l'entrevue puis ils me reconnaissaient pas non plus parce que mon cerveau fonctionnait à 5% de sa capacité habituelle, là. Fait que là, je vais être un peu plus présent pour te jaser aujourd'hui. Tu l'évaluerais à combien sur 100 en ce moment? En ce moment, on est peut-être à 80%, là. Fait que j'ai commis trois nuits avec peu de sommeil. La dernière, là, ça recommence à retrouver une habitude un peu plus régulière. Mais je pense que ça va prendre quand même quelques semaines avant de re-rentrer dans la routine, puis de me ressentir normal à 100%. Ben oui, je comprends. C'était un gros été pour toi. Au-delà même des courses, c'est de concilier tout ça avec les études, la vie, puis on pourra en reparler. Tu chambres pas dans toutes les sphères de ta vie, puis ça doit faire un horaire qui est bien chargé. Je sais pas si ça va aider ton cerveau à remonter au-dessus de 80 ou ça va redescendre, mais on a un petit drink festif, comme je dis toujours à mes invités, avec ou sans alcool. Quand j'invite les invités, je dis toujours, j'aurai un breuvage festif avec ou sans alcool. Libre à toi de te joindre à moi. Et pour la 252e fois, l'invité se joint à moi. Xavier, qu'est-ce que tu bois? Aujourd'hui, j'ai pris une bière de la microbrasserie des Cantons, qui est l'Arrivée. C'est une nouvelle nano IPA que je trouve fait bien thématique avec la trail. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait boire à la fin d'une course. C'est quand même assez léger. Puis moi, je suis un fan d'IPA, fait que je trouve que ça fitait bien. Ben, c'est excellent, je la connais pas, l'arrivée, donc tu m'en donneras des nouvelles. Moi, de mon côté, je suis allé aussi dans le même style sagesse, mais
tout en ayant un goût d'IPA. J'ai une session IPA de Noctem qui s'appelle la Catnip Mini. Fait que ceux et celles qui connaissent Noctem, le Catnip, c'est leur IPA signature. Mais là, c'est une Catnip Mini, plus faible en alcool, plus faible en calories, plus faible en tout, mais un bon goût de houblon. Puis je pense que c'est la clé des nouvelles nano IPA qu'on voit apparaître, des sessions qui sont plus douces, qui ont quand même le punch d'une IPA, contrairement à ce qu'on pouvait retrouver sur le marché il y a 10 ans, à l'époque où tu pouvais pas boire, je pense, selon ton âge. Je m'écarte. Cheers, Xavier, merci beaucoup d'être là. Hey, santé. Donc, avant qu'on parle du QMT, parce que sans surprise, on va parler du QMT, d'Arikana aussi, où tu as terminé avec un jeune espoir franco-canadien à tes côtés. Je me rappelle pas de son nom, il commence en trail, mais on pourra parler de ça aussi. Pardon? J'ai entendu que c'était une nouvelle étoile du trail. Exact, je pense que c'est ça, Mathieu, je crois, je me rappelle plus. Mais tout ça pour dire qu'avant de partir de là, j'ai goût qu'on revienne un peu plus dans ton passé, ton jeune passé. Parle-moi de toi, de ce que tu fais dans la vie, puis de comment le trail est arrivé dans ta vie. Certainement. Fait que j'ai 24 ans. J'habite à Sherbrooke depuis que j'ai 19 ans. Fait que je viens originalement de la rive sud de Montréal, mais je suis venu étudier à Sherbrooke après le cégep. Puis moi, quand j'étais jeune, j'étais pas du tout quelqu'un de plein air, là. En fait, j'ai fait ma première randonnée en arrivant à Sherbrooke. Fait que pas mal dans le coin de mes 19-20 ans. Avant ça, je connaissais la montagne plus dans le contexte du ski alpin. J'ai été moniteur de ski. Puis sinon, je savais pas c'était quoi, là, aller se promener dans le bois, aller faire du camping, même ça me parlait vraiment pas du tout. Puis en arrivant à Sherbrooke, évidemment, ben j'ai commencé l'université pendant la COVID. Fait que les cours en ligne, ça isolait quand même, puis c'était un nouveau milieu, je connaissais pas beaucoup de gens. Fait que je sentais un peu le besoin de devoir sortir dehors puis me changer les idées. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à courir, là. Je me suis acheté une paire de souliers, une paire d'espadrilles, puis ma résidence était à côté de l'hôpital. Fait que je courais alentour de l'hôpital, littéralement. Là, j'allais pas explorer bien loin parce que dans le temps, j'ai une grosse distance de faire 5 kilomètres. Puis comment on passe de faire 5 km autour de l'hôpital à, je voyais assez rapidement, tu sais, 2022, c'est il y a 3 ans, fait que si je fais mes calculs, ça faisait pas longtemps que tu courais, tu te lances sur le Bromont 55, et c'est un bon step d'un à l'autre, là. Mm-hmm. Ben, j'ai couru peut-être mon premier demi-marathon en 2021. Puis ça, je me rappelle, ça avait été une grosse fierté là, d'arriver, de courir le matin, puis arriver à mon cours qui commençait à 10h30, puis de dire à ma gang d'amis, hey, je viens de faire un demi-marathon avant de venir au cours, puis j'étais complètement éclaté. Je m'en rappelle encore très bien. Fait que, tu sais, j'avais déjà un peu ce goût de pousser les distances, puis éventuellement en entraînement, j'ai fait mon premier marathon aussi en fin 2021. Fait que en l'ayant complété en entraînement, ben là, je me disais, OK, ben c'est le temps de m'essayer dans une course. Ma première course, ça a été le marathon de Longueuil, je pense. Puis en voyant mes temps d'entraînement, tu sais, j'avais visé de faire un sub 3 heures, là. C'était mon premier défi, puis je l'avais pas réussi. En fait, ça a été mon premier bunk. Ah ouais, un vrai bon bunk avec un dossard dans une course organisée. 10 km 27 jusqu'au kilomètre 42, puis c'était quand même c'était assez violent, mais écoute, j'avais déjà à ce moment-là, j'avais un peu cette attitude à être résilient puis à poursuivre dans mon effort puis vouloir quand même la finir, là. Parce que c'est tôt sur un marathon, quand même, kilomètre 27 bunké, puis que ça revienne pas. En trail, on pourra en reparler si t'as déjà vécu des bunks qui reviennent, mais je connais pas beaucoup de monde qui ont fait des marathons, qui ont bunké solide puis qui sont revenus, tu sais, de ressusciter complètement, ce qui arrive souvent en trail, là, de passer de 0 sur 10 à 10 sur 10, puis tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi que j'ai bu comme potion? Mais sur marathon, sur route, on dirait que je pense que la vitesse et l'asphalte pardonnent absolument pas. Je pense pas que tu as le temps non plus Ouais. de ressusciter, puis tu sais, souvent on ressuscite parce qu'on décante un peu, on change les idées, on mange un peu plus, tu sais, on change les idées, change les saveurs, change de mal de place. En marathon, t'as pas vraiment le temps de faire ça, fait que j'ai l'impression que c'est moins propice, mais moi je me rappelle, je m'étais quand même accroché à un coureur qui essayait de me dépasser dans le dernier kilomètre, puis j'ai réussi à sprint finish le dernier kilomètre quand même. Fait que ça a été ça mes débuts. Puis pas mal en même temps, là, j'avais un ami qui faisait un peu de randonnée, un peu de course, puis
s'intéressait à ça, justement à la trail. Fait que, bon, je me suis acheté mes premiers souliers de randonnée, puis je suis allé faire de la randonnée avec lui, puis avec mes autres amis de Sherbrooke. Puis à un moment donné, cet ami-là, il m'a dit, hey, tu sais qu'il y a des gens qui courent ça, des distances plus que des marathons. Fait que, je trouvais que ces gens-là étaient fous, puis avec mon background un peu en médecine, j'étais comme, hey, c'est sûr que c'est pas santé, cette affaire-là. Là. C'est quoi ces gens-là qui vont se détruire les articulations en allant courir des heures puis des heures? Mais ça piquait quand même ma curiosité parce que j'aimais ça être dehors, j'aimais ça être dans le bois, dans la montagne. Fait que j'avais décidé de m'inscrire justement, au Bromo Ultra 55 km en me disant, dans ma vie, je ferai jamais plus que 50 km. C'est ça la limite. C'est ça c'est ça, disons, le maximum de tolérabilité de ce qui est santé, puis j'irai jamais plus loin. Puis, un échec lamentable de dire, je referai plus jamais cette distance-là, puis j'irai jamais plus loin que ça. T'es juste allé 3 fois ça, tu sais, après. Ouais, ben ça devient un peu addictif, là. Quand on tombe dans le monde du trail, on le sait très bien, là. Fait que j'ai eu une bonne expérience quand même à mon 55 km, puis ça m'a donné le goût là, dans les années suivantes de justement pousser autant du côté de la distance que du côté de la vitesse. Là. Tu le disais, t'es résident en médecine. T'en es où en ce moment dans ton processus? Parce qu'il est complexe, il est long, les études en médecine. T'en es où? Tu veux te spécialiser vers quoi? Fait que j'ai complété, dans le fond, tout le monde, quand ils rentrent en médecine, font 4 ans de ce qu'on appelle le préclinique. Là. Fait que ça va être pareil pour tout le monde. Au Québec, ça varie entre 4 et 5 ans, mais à Sherbrooke, c'est 4 ans. Puis, à ce moment-là, après les 4 années, on applique en résidence. Fait que pour la majorité des gens, ça va être la spécialité qu'ils vont faire pour le restant de leur vie. Fait que, il y en a qui appliquent en médecine de famille. Il y en a d'autres qui appliquent en chirurgie, en psychiatrie. Moi, c'est un peu l'exception à la règle. Là. Fait que je suis en médecine interne. Puis ce que c'est un parcours de 3 ans. Puis au bout de ces 3 ans-là, on réapplique pour faire une sous-spécialité, je peux dire. Puis là-dedans, ce qui rentre dans la médecine interne, c'est des spécialités comme la cardiologie, la pneumologie, la gastro-entérologie. Fait qu'il y a comme une dizaine de spécialités médicales qui, au Québec, doivent toutes passer par ces 3 années-là communes de médecine interne. Fait que moi, en ce moment, je suis dans ma 2e année là-dedans. Fait que l'an prochain, ça va être le temps de faire les applications pour ma surspécialité. Fait que je suppose que pendant ces 3 années-là de médecine interne, vous touchez un peu à ces différents secteurs-là, ces surspécialisations-là avant de faire votre choix? Exactement. Fait que je fais des stages de 1 mois dans chacune des spécialités. Puis les stages vont souvent revenir plusieurs fois là, pour s'assurer qu'on a bien vu, bien couvert un peu de toute la matière. Puis on a également, on a des stages obligatoires, là, ils veulent nous faire toucher à un peu de tout, mais on a également des stages à option. Fait que normalement, les stages à option, ben, tu les prends dans la spécialité que tu veux ensuite appliquer. Moi, j'ai quand même peut-être 2, 3 idées de spécialités en tête, mais je dirais que je suis pas tout à fait à l'aise d'en parler publiquement parce que ça peut quand même être compétitif, puis les spécialités aiment ça se sentir choyé, là. Ah ouais, ok. Ouais. Fait que ça va venir l'an prochain, puis on verra après. De toute façon, c'est correct, c'est un podcast de trade, c'est pas un podcast de médecine. Fait que je creuserai pas pour avoir l'information. Et je blague. Tantôt, tu disais, je pense qu'on pourrait faire un podcast complet, un épisode complet. Je veux dire, on pourrait faire une saison complète sur la science qui ressort de l'ultra, si tu bon de le pratiquer. Tu sais, il y a plein de choses qui sortent, il y a plein de choses qui se disent. Mais, mettons rapidement, le Xavier d'aujourd'hui, qui a peut-être lu sur le sujet, mais qui a surtout fait des 100K, des 100 000, qu'est-ce qu'il dirait au Xavier qui a fait, voyons, les gens qui font des plus que 42, c'est des malades. Ça doit pas être bon pour leur articulation. Je trouve que le plaisir que j'y trouve surpasse peut-être les risques associés à la pratique. Puis en allant lire justement là-dessus, en allant lire les études, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de risques qui ressortent de façon assez significative pour m'inquiéter sur ma santé générale. Euh, je dirais j'avais tout en tête 3 complications classiques. Là, la première, c'est comme l'arthrose au niveau des genoux. Fait que j'avais lu une étude, là, je serais pas capable de sortir l'année, mais ça étudiait l'arthrose chez la population, disons, sédentaire, là, qui a comme un risque, on peut dire 10%.
Après ça, ils prennent une population de coureurs qui s'entraînent de façon amateur, là. Fait que ça va être des gens qui vont faire comme entre 3 à 10 heures de course par semaine. Puis eux, ça venait vraiment réduire leur risque d'arthrose au niveau des genoux à 3% chez ces gens-là. Fait qu'on voit même que c'est très protecteur. Puis, par contre, après ça, il allait étudier, dans le fond, les gens qui vont courir plus que 15 heures par semaine, plus que 15-20 heures. Puis eux, leur risque augmentait à 13% d'arthrose au niveau des genoux. Fait que tu sais, c'est comme un peu augmenté par rapport à la population sédentaire, mais on s'entend que c'est quand même, il y a pas beaucoup de gens qui courent plus que 15 à 20 heures de course par semaine, là. Sinon, il y avait également plus de risques de faire certaines arythmies, là, entre autres la fibrillation auriculaire, qui des fois peut être associée à faire des caillots avec un risque de faire des caillots au cerveau. Mais les gens qui font des ultra-distances, ils vont avoir cette arythmie-là, surtout pendant leur course, mais ça va pas être associé à cette complication-là de faire des caillots. Fait que, tu sais, c'est comme des petites particularités de peut-être des choses à surveiller, mais il n'y a pas assez de données dans la littérature qui soulignent vraiment un danger concret pour que moi, ça soit quelque chose qui m'inquiète. Ouais, puis après, tu sais, un mode de vie très sédentaire peut amener d'autres parts de risque complètement. Exactement. Je pense que c'est l'équilibre là-dedans. Puis, tu sais, on dit toujours, je me semble que je l'ai répété souvent sur le podcast, mais tu sais, ce qu'on nous recommande, je pense que c'est 150 minutes d'activité physique par semaine. C'est ce qui est visé par ce qu'on souhaiterait que tout le monde dans la population fasse, que ce soit de la marche, n'importe quel mouvement. Mais je me rappelle pas qui m'avait déjà expliqué. Je pense que c'est JP Blais, qui est médecin, qui est venu quelques fois sur le podcast, que tu sais, après ça, si tu fais plus que 150 minutes, donc la plupart des gens qui vont courir sur une base plus régulière au quotidien, ben si tu fais 300 minutes, t'es pas 2 fois plus en forme que la personne. T'as pas 2 fois moins de risque que cette personne-là qui fait 150 minutes. À un moment donné, il y a comme un plateau qui s'atteint où quand on rentre dans l'intensité de la longue distance, de l'ultra, ben c'est ça, t'es pas 4 fois moins à risque que quelqu'un qui fait juste, entre guillemets, 3 heures de course par semaine. Rendu là, c'est du bonus pour nous, pour le plaisir d'être à l'extérieur, d'atteindre des objectifs, de repousser nos limites, mais on s'entend, il y a personne qui fait des 100 miles en se disant je m'assure d'être en santé longtemps. Non, c'est pas l'objectif principal parce que tu pourrais faire des 10 km plutôt que des 100 000 puis ça serait probablement mieux pour toi. Mais je dirais que t'es quand même t'as une santé globale meilleure que la personne qui va être sédentaire. Puis aussi, ben, le côté de santé mentale là, qui peut être associé à passer du temps dehors, puis aussi l'aspect communauté là, qu'on ressent entre elles, ben, je trouve que c'est tous des éléments qui vont contribuer à la santé globale de la personne qui pratique le trail. Fait qu'il y a clairement plus de bénéfices que d'inconvénients. Exact. Puis si ceux qui sont intéressés par cette parenthèse-là qu'on vient de parler, surtout le côté santé mentale, allez écouter l'épisode de cet été avec Mathilde Plard. On a abordé ça. Elle a fait des études avec des équipes exactement là-dessus. Fait que c'est bien intéressant de voir justement cet aspect-là. Puis c'est drôle, on dirait que c'est l'histoire récurrente. Tu sais, la semaine passée, je recevais Tania Desrivières, puis on parlait exactement de ça, de commencer la course en pandémie, puis à quel point ça peut faire du bien dans un contexte où je pense que c'était difficile pour tout le monde, à chacun à son niveau, mais toi, tu l'as vécu comme ça aussi, tu disais en pandémie, l'isolement, on peut le combattre de plein de façons, mais sortir jouer dehors, je pense que ça aide. Absolument. Puis aussi, c'est un sport qu'on peut pratiquer de façon seule, mais tu sais, ça vient aussi, on vient se bâtir une communauté, on se fait des nouveaux amis dans la trail, on rencontre des nouvelles personnes qui ont des passions communes à nous. Puis je pense dans ma génération, là, les gens de mon âge, on a quand même été particulièrement affectés par la COVID, dans le sens où autant les gens qui étaient au secondaire, au cégep qu'à l'université, ben ça a mis beaucoup de freins dans nos activités sociales. Fait que je trouve qu'aller partager une passion commune, pour moi c'est le trail, mais il y en a que ça peut être la danse ou autre chose. Ça vient vraiment créer un boost dans la santé mentale, là. Ouais, c'est clair, tu sais, quand t'es comme tu le dis, tu sais, la fin de l'adolescence, début de la vie adulte, c'est une période qui est extrêmement intense pour plein de raisons. Et les cercles sociaux sont hyper importants d'avoir une vie sociale. Puis je me rappelle, moi j'ai étudié une session en enseignement secondaire avant de me diriger vers les coms. Puis il y avait un prof qui nous avait dit, tu sais, pensez pas que les jeunes vont venir s'asseoir dans vos classes parce que leur priorité numéro 1 c'est d'apprendre. Ils sont là pour la vie sociale. Puis en parallèle, un deuxième plan, troisième plan, il y a l'école. Puis faut pas essayer de se faire croire que
c'est pas ça. Pis c'est correct, c'est ça le secondaire, c'est une vie sociale, c'est une microculture. Les gens apprennent à vivre en société. T'es plus un enfant qui sort se lancer des ballons à la récré. Il y a tout plein d'enjeux de vie que tu vas vivre à l'âge adulte, que tu commences à vivre là, puis ces jeunes-là, puis je parle aussi du cégep à l'université comme ce que toi t'as pu vivre, ben tu perds ça en pandémie, puis je pense que c'était dur pour tout le monde, mais beaucoup de monde avait une pensée justement, puis on le rappelait ça pendant la pandémie de, tu sais, ces jeunes-là, ils font pas juste perdre leur balle, c'est pas, tu sais, on parlait beaucoup des balles, puis oui, c'est un grand drame de perdre son balle, je pense pour certains, c'était au-delà de ça, c'était toute leur vie sociale, toute leur raison d'être pour plusieurs, ils l'ont pas en ce moment, fait que c'est difficile. Bref, beaucoup de parenthèses, on s'est éloigné du trail, mais entre un 55 km à Bromont en 2022 puis un 160 2 ans plus tard, c'était quoi les étapes? C'était quoi ta progression? Tu sais, Bromont Ultra, tu le disais, c'était une volonté d'aller voir, OK, c'est quoi qu'il y a plus loin que le marathon, mais après t'aller voir, là, il y a une piqûre qui est embarquée parce qu'on se met pas à faire des 160 pour le fun, juste parce que ça a l'air le fun d'essayer plus longtemps. Il y a quelque chose qui t'a accroché, là. Mm-hmm. Mais je trouvais que à ce moment-là, à la fin de 2022, la distance du 55 km était très accessible par rapport au marathon juste avant. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser un peu, à lire un peu qu'est-ce qui se passait au Québec, c'était quoi les courses disponibles. Puis ce que je voyais, OK, les prochaines étapes en termes de distance, là, c'est comme soit du 80 km ou du 100 km, ce que je trouvais quand même très ambitieux. Puis pour justifier pouvoir m'inscrire à cette course-là, je disais, faut que je fasse un gros step-up en termes d'entraînement aussi, là, pour me sentir assez à l'aise que je vais être capable de finir cette distance-là. Euh, Fait que le début 2023, ça a été un peu dans le questionnement de est-ce que je m'inscris, est-ce que je m'inscris pas. Quelque chose qui m'a vraiment aidé à débloquer, c'est que j'ai été avec un médecin qui me supervisait dans un de mes stages, qui m'a parlé que lui, durant sa résidence en médecine, il avait trouvé le temps justement de s'entraîner 15 heures semaine. Lui, c'était plus du triathlon. Puis, tu sais, je pense qu'il faisait beaucoup de demi-Ironman. Puis il me disait comment, ouais, moi, j'ai quand même été compétitif aussi à ma façon. Puis ça, ça, ça peut sonner con, là, mais c'était comme un peu un modèle de rôle que hey, c'est possible de combiner justement la vie d'un étudiant en médecine à celle d'un athlète aussi quand même un peu compétitif. Fait que c'est un peu ça. Puis ça, j'ai eu ce stage-là avec lui en juin, fin juin, juste avant d'aller faire un stage à Roberval, au Lac-Saint-Jean. Puis là, j'allais passer 2 mois à Roberval. Puis je me disais, ben, qu'est-ce qui est dans le coin de Roberval? Ah, ben, il y a l'UTFS, là, l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay, juste à côté. Fait que je me disais, bon, ben, je vais aller découvrir le coin, ça a l'air vraiment beau, ils ont des belles trails là. Puis je vais, je vais sur leur site, puis toutes leurs distances sont sold out, sauf le 160 kilos. OK. Fait que là, je me dis, oh, pelaye, OK, 160 kilos, c'est quand même très ambitieux. Puis je scroll, puis tu sais, moi, je cherchais plus peut-être à refaire un 50 ou un 100, à ce moment-là, je n'étais pas sûr. Puis je clique sur le lien du 100 km qui paraît sold out. Puis là, ça me pop sur la page d'inscription. Puis je sais pas si c'était un bug, mais finalement, il restait une place pour le Ouais. 100 km. Malgré tu sais, sur la page principale, ça disait sold out. Quand je cliquais sur le petit lien, il disait, ah, il m'envoyait la page, puis j'étais capable de m'enregistrer, puis j'étais la dernière place. Et là, j'ai dit, ah, ben là, c'est un signe, là, qu'il faut que je Il reste un dossard puis il m'attend, il y a déjà ton nom dessus, fait qu'on y va. Exactement. Fait que là, t'es fin juin, puis l'UTFS est mi-août. Ouais, exactement. Fait que, puis tu sais, là, j'allais à Roberval. Roberval, c'est pas réputé pour avoir beaucoup de montagnes pour s'entraîner, là. Fait que je courais sur la piste cyclable sur le bord de l'eau. C'était très beau. Puis je voyais les levées du soleil, puis les couchers du soleil. Puis il y avait également une petite trail qui partait à côté. Je me souviens pas du nom du village. Il y a comme un village de vacances, là, proche de Roberval. Puis il y a une trail, c'est la seule trail proche de Roberval, avec comme 150 mètres de dénivelé. Fait que j'allais juste courir là pour m'exposer un peu à la trail avant d'aller faire Fjord du Saguenay. Puis ça m'a mené justement à aller faire cette course-là. Puis mon mindset en allant faire le 100 km, là, j'étais vraiment juste dans l'optique de vouloir le finir, là. C'était ça le gros objectif. C'était ma plus grosse distance. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Tu sais, je suis comme dans deux mondes, là, aujourd'hui, en termes d'hydratation puis de nutrition, là. Tu sais, je prenais mes bars Cliff à ce moment-là, puis j'avais des sandwichs au beurre de peanut. Bon, c'est complètement différent de ce que je fais maintenant.
Mais bref, c'était ça mes débuts. Puis ça a été très tough, mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Fait que j'étais là, ça m'a vraiment ouvert les yeux que OK, là, j'aime ça, cette chose-là, puis j'ai envie de continuer. Fait que t'es retourné faire exactement la même course l'année suivante. Exactement. Euh, En 2024, fait que là, on est rendu en 2024. Ben là, c'est un peu plus en cherchant une course à organiser avec ma famille, ma mère, puis ma blonde. Euh, c'est comme l'horaire tombait que ça fitait bien d'aller en haut faire une course. Puis ben là, j'aime beaucoup l'optique de retourner à une course pour voir justement à quel point tu t'es amélioré. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien du marathon aussi, là. C'est comme un benchmark qui est facile de se comparer puis de dire ah, OK, l'entraînement que j'ai mis, tous les efforts que j'ai mis, ben on est capable de voir une progression tangible. Fait que c'était un peu ça en retournant au Fjord du Saguenay. Ça a été une édition quand même rocambolesque pour l'organisation, là, avec l'ouragan qui était passé la veille. Il y a comme plein de participants qui n'ont pas pu y aller parce que leur maison était inondée. Mais la journée en tant que telle était quand même, ça a été une belle journée. Puis ça a mieux été ça a mieux été côté sensation, disons. Fait que je me suis permis après ça de m'inscrire au Bromont Ultra 160, justement, là. Fait que t'as attendu de terminer ton deuxième UTFS avant de se dire, OK, j'ai fait 2 fois 100 km, je suis prêt pour la prochaine bouchée? Je me souviens plus si je l'avais déjà couru ou j'ai attendu après. Je sais que j'avais tout le temps en tête de le faire, là, le 160 du Bromont. Mais peut-être que je m'étais inscrit avant même de courir, puis je me disais, ah, ça va me faire comme un entraînement pour le Bromont Ultra, là. Mais c'est sûr que mon objectif de saison de 2024, c'était de la tester, là, cette distance-là de 100 miles mythique. Là, j'étais comme, OK, là, il faut que je goûte à ça, faut que je vois si mes jambes sont capables de tolérer autant de temps sur les pieds, là. Ouais, c'est clair. C'est une progression qui est quand même assez rapide d'une distance à l'autre. Au-delà de vouloir aller tester sur du plus long, tester cette ultra-endurance-là, à travers ça, il y a aussi un côté compétitif, ou en tout cas, il y a un côté positionnement dans le peloton qui change, parce que je voyais que d'une 50e place sur le Bromont 55, on passe à une 8e à l'UTFS, à une 2e à l'UTFS, à voir que l'entraînement que tu fais, le temps que tu mets à l'entraînement, il paye de ce côté-là. Y a-t-il un moment, un souvenir que tu as où tu t'es rendu compte que tu pouvais être compétitif dans ce sport-là, que tu n'étais pas nécessairement dans la catégorie des finishers, mais que tu pouvais fighter pour un podium? Je dirais c'est surtout en terminant troisième au Bromont Ultra que ça m'a donné ce petit goût-là. Je me souviens, après ma deuxième apparition au Saguenay, là, fait que en 2024, avant de faire le Bromont Ultra, j'avais justement demandé à ma blonde, hey, tu penses-tu justement que je serais comme capable de faire ça quand même régulièrement, là, des podiums sur des courses québécoises, puis c'est sûr que ça, ça me donnait plaisir, là, de me retrouver sur les podiums. Puis, t'as dit, ah, ben là, écoute, j'avais 23 ans à l'époque, puis tu sais, déjà, t'en as fait un, c'est sûr que si tu continues à t'entraîner, tu vas finir par t'améliorer, puis ça va être possible, là. Fait que c'est un peu ça, cette conversation-là, puis en continuant en mettant des efforts que j'ai comme senti ce développement-là. Mais je voulais vraiment voir si j'avais la tête pour tolérer un 100 miles, puis le 100 miles, il a été, ben, je sais pas si tu veux qu'on en parle, l'expérience en tant que telle, là. Clairement, parce que tu sais, on parle de des efforts autour de 15 heures sur ton 100 kilos au Fjord du Saguenay, puis j'ai vu je pense que c'est une entrevue où je me rappelle, où j'ai vu ça quand je cherchais un peu dans les derniers jours avant qu'on fasse l'entrevue, que tu avais l'objectif du sub 24 heures sur Bromont Ultra. C'est quand même une dizaine d'heures de plus. Je vais commencer à faire ce que Tania Desrivières fait dans l'épisode. Je vais le quantifier en journée de job ou en semaine de job. Tu visais, tu sais, c'est un défi qui va te prendre au moins quasiment 2 jours de job de plus à compléter. Fait que la préparation, l'anticipation, la logistique avec le crew, c'est complètement différent sur un effort qui va prendre potentiellement 24 heures. À l'approche de ça, es-tu quelqu'un d'ultra structuré qui calcule ou qui va planifier tout, ou il y a un petit côté un peu plus libre, freestyle dans tout ça? Dans ma pratique du trail, je suis quand même quelqu'un de très organisé, très structuré. Fait que, tu sais, on parle des tableaux Excel, là. Moi, je vais avoir mon tableau Excel, puis
Là, disons, il est moins développé qu'il l'a déjà été, mais pour le Bromo Ultra, là, j'avais comme 4 colonnes de mes temps de passage estimés pour mon crew, parce que je voulais aussi leur donner une idée de, ah ben, si ça va vraiment bien, vous pouvez vous attendre à ce que je cours dans ces paces-là, puis si ça va vraiment mal, ben, attendez-vous plus à ce que ça prenne plus de temps qu'à ce que j'arrive au ravito, puis j'avais aucune idée dans quelle catégorie j'allais être, là, parce que c'était mon premier 100 max. Mais sinon, dans mon entraînement aussi, là, je suis quand même quelqu'un de très structuré. J'organise aussi beaucoup mon agenda avec mes cours, mes entraînements, savoir qu'est-ce que je fais avant d'aller travailler, après d'aller travailler. Puis est-ce que Ça c'est me toi qui permet de- fais tout côté entraînement? Est-ce que je t'ai coupé, mais Oui, ouais. oui, pour le moment, là, c'est tout moi qui organise ça. Je serais quand même intrigué par l'idée d'avoir un coach, là. J'y pense après l'année que j'ai eue, là. Est-ce que ça me permettrait de débloquer quelque chose que j'ai pas en ce moment? Mais disons, dans les 2 dernières années, là, c'est tout moi qui organisais ça. Puis t'aimes le Puis faire? j'aime quand même le faire, ouais. Je trouve ça intéressant. Puis je m'intéresse justement en écoutant des podcasts, en lisant des livres d'athlètes, de coachs. Fait que j'ai quand même un intérêt à la structure de l'entraînement ou aux façons que justement un athlète peut progresser, puis tout ce qu'on peut faire en entraînement et hors de l'entraînement pour améliorer la performance, là, ouais. Fait que parle-nous de ce Bromont Ultra-là. T'es sur la ligne de départ, tu t'en vas sur ta plus longue distance à vie. C'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là? J'étais fébrile, mais j'étais heureux d'embarquer dans l'aventure. Tu sais, c'était vraiment, je me mets un objectif de temps de le faire en 24 heures, mais que je suis pas déçu si ça rentre pas parce que l'objectif A, c'est vraiment juste de le finir puis voir comment mes jambes vont être puis comment mon esprit va être puis avoir du fun, tu sais. J'avais ma famille, mes parents, ma blonde, mon ami qui venait me crew. Fait que, tu sais, c'était aussi de juste profiter de ce moment-là en gang pour tout travailler vers cet objectif commun. Puis, mon début de course s'est surprenamment très bien passé. Je peux faire un bond jusqu'au centième kilomètre. Parce que je me rappelle être passé à un ravito puis avoir vu ma mère puis ma blonde, puis leur avoir dit, hey, je sens que mes jambes sont fraîches en ce moment. Après le Centième kilo? 100e. Ouais, ouais. Fait que Wow! là, j'étais bien confiant là, que j'allais le rentrer sans problème. Puis là, on embarquait aussi dans le début de la nuit, le soleil se couchait. À ce moment-là, je pense que j'étais en 4e position, mais je rattrapais la personne qui était en 3e, là, puis qui commençait à faire froid. Quand je l'ai croisé, j'ai couru un peu avec, puis je sentais que lui, il filait comme un peu moins bien. Fait que j'ai essayé comme de le remonter le moral, mais je pense qu'il a arrêté au prochain ravito. Puis moi, au Bromont Ultra, on pogne notre crew au kilomètre 120 à peu près. Fait qu'il fait les derniers 40 avec nous. Puis je me rappelle avoir mangé mes mots, là, j'ai regretté ce que j'ai dit à ma mère et ma soeur parce que dès que j'ai embarqué avec Daniel, mes genoux ont commencé à se décomposer, puis j'ai commencé à avoir des fasciites plantaires des deux bords. Fait à chaque pas que je prenais, c'était comme une douleur là, très, 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 très intense. Puis euh, en tout cas, j'ai passé les 40 kilomètres avec mon crew à juste un peu souffrir le martyr, puis je me sentais mal parce que là, j'étais vraiment pas jaseux, puis lui, il était très primé de me voir, là, puis de m'encourager. Mais c'est, parce que j'ai jamais senti que j'allais abandonner parce que je me disais, hey, il m'en reste vraiment pas tant comparé à tout ce que je viens de faire, que je suis là, puis au pire, je le marche, puis Ben oui. on va le rentrer dans le temps que ça faudra. Mais je me rappelle qu'à la fin, là, comme quand on monte c'est pas le capitaine Dan, c'est la lieutenant Dan. Lieutenant Dan, ouais. C'est la dernière montée avant de descendre pour arriver à la fin. Euh, quand je suis arrivé à cette montée-là, là, je me suis mis à faire des cris de joie, là, comme à hurler en pleine nuit. Puis là, que le Daniel il est embarqué avec moi, puis on gueulait, ah, je vais finir, je vais finir. Parce que ça avait été très pénible, là. Tu te permettais pas d'y croire avant ça, mais là, quand il reste une montée puis une descente, puis on y arrive, là, ça devient concret, là. Ouais, puis ça sortait presque à chaudes larmes, là, littéralement, là, parce que Ah j'avais vraiment, ouais. ça avait été très douloureux. Puis j'ai des photos là, de ce que mes genoux avaient l'air à la fin, puis dans la semaine après la course, là, mes genoux avaient l'air de balles de bowling. Là, tu sais, ils avaient enflé là, comme ça se peut pas. Puis
c'est la course que ça m'a pris le plus de temps récupérer, parce que je pense que ça a pris comme 2 mois avant que je me sente Ah normal. ouais. Ce qui est Puis peut-être pas surprenant pour un premier 100 miles, mais en tout cas, moi, je l'avais vraiment eu dur. qu'est-ce qui explique ça, justement, les genoux qui ont gonflé comme ça? Je pense que c'était un gros step entre le 100 km et le Ouais. 160. Là. En rétrospect, j'encouragerais plus les gens. On est chanceux au Québec, on a quelques courses entre les deux, puis à faire des steps progressifs. Puis, ouais, moi, en rétrospect, là, c'était un livre qui était trop important. J'ai réussi à le faire, mais clairement, si j'étais pour le refaire, là, j'aurais pris. Parce qu'on ne pense pas, là, souvent, parce que c'est comme le saut logique, là. Si tu passes de 100 km à 100 miles, tu te dis, ah, ben, là, je suis rendu là, je vais le faire. Mais si tu te rajoutes quand même, au final, 8-9 heures de course, là, quand tu Ouais, passes un ultra complet, là. Tu te rajoutes un ouais, ultra à ton ultra. Puis moi, exact. je l'ai souvent dit sur le podcast, moi j'ai trouvé que le step du 125 à 160, je l'ai trouvé gros. Parce que c'est peut-être juste mental, mais 125, ça rentre d'une journée. Puis 160, t'embarques dans la nuit blanche. Il y a d'autres facteurs qui embarquent dans la durée d'une course. Le mid-pack sur un 160 va y prendre 28, 30, 35 heures. On n'est pas habitué d'être debout tout ce temps-là. Pour la plupart des gens, un 100 km va rentrer en dedans de 24 heures. Mhm. Je veux dire, dans la vie, ça nous arrive s'il y a quelque chose qui se passe, j'ai un chiffre à job, peu importe la réalité de chacun, de faire un 18, 20, 22 heures sans dormir, c'est fatigant, mais ça se gère, tu dors plus après, puis tu rattrapes ça. Sans mer, tu tombes dans une autre catégorie complètement, puis Vraiment. moi, j'avais trouvé ce step-là énorme du 125 au 160, fait que je peux pas imaginer d'un 100 à un 160. Mais comme tu dis, c'est une bonne bouchée, mais tu l'as fait, puis tu l'as très bien fait. Là. 3e place, 21h30. On est sous l'objectif du sub 24 et de beaucoup. Ça m'a surpris. Ouais. Je m'attendais pas du tout tu sais, dans ma colonne, disons, dans mes quatre colonnes Excel, là, mon temps ultra rapide, je pense que c'était 23h30. Là. Fait que le rentrer OK. en 21h30, là, c'était vraiment pas du tout expected. Je pense qu'on avait eu une très belle journée. Là. Il avait fait comme 15 degrés, pas un nuage. Puis, tu sais, les conditions étaient sèches, tout ça. Fait que c'est sûr que ça peut contribuer à aller un peu plus vite. Mais de toute façon, rentrer sur le podium aussi, j'étais comme, c'est une surprise agréable, mais de toute façon, c'était pas ça mon objectif. Mon objectif, c'était de le compléter, puis je l'ai complété. Fait que c'était vraiment ça qui me rendait très heureux. Puis ton pacer, Daniel, comment tu l'as connu? Parce que moi, je connais bien Daniel. On a couru ensemble pour la première fois au Trail du Grand-Duc. Je pense qu'il allait emménager à Québec un peu après. Puis il me disait, y a-tu des gens qui courent à Québec? J'avais parlé des Cute. Puis maintenant, Daniel est un membre très partie prenante des Cute à Québec. Fait que j'ai envie de savoir comment un gars de Sherbrooke qui fait un stage à Robertval se ramasse à avoir Daniel Boisvert-Couture comme pacer. On s'est croisés sur la course du Fjord du Saguenay, le 100 km en 2024. OK. Fait que, on avait couru quelques kilomètres ensemble au début, là. Je pense entre le 10e puis le 25e kilomètre. On l'a couru ensemble. Puis Daniel est très extraverti comme personne. Puis moi, je suis plus introverti. Fait que, mais quand tu cours en arrière de lui, il se met à jaser. Puis c'est comme si de rien n'était, là. Fait que moi, c'est un peu ce genre de personne-là que je suis capable de bonder avec durant une course. Fait que justement, on s'est parlé. Puis là, lui, il m'a droppé pendant la course parce que rendu au 25e kilomètre, j'avais comme des douleurs aux côtes. Là, des fois, mes vestes de course, ils font ça. Là, on dirait qu'ils creusent dans mes côtes, puis ça fait des points de pression. Ouais. J'avais comme ralenti un peu, puis il est parti en balle devant moi. Puis je l'ai retrouvé après ça au 75e kilomètre parce qu'à ce moment-là, il avait complètement bunké. Puis quand je l'ai rattrapé, il était assis sur le bord du sentier à l'ombre. Puis là, je dis, mon Dieu, ben là, accroche-toi, on va courir ensemble. Fait que là, il est embarqué, puis ça lui a donné comme un petit boost d'énergie. Fait qu'on a couru une autre dizaine de kilomètres ensemble. Puis lui, il s'est arrêté un peu au prochain ravito qu'on est arrivé parce qu'il avait besoin quand même de reprendre des énergies. Mais après cette course-là, ben on s'est mis à s'écrire, puis on est allé courir ensemble une couple d'autres fois. Puis, vu qu'on est allé courir, ben là, j'ai demandé de justement me pacer au Bromont Ultra, puis on a un peu développé notre amitié de là.
C'est très cool. Puis je pense qu'on va réentendre parler de lui quand on va parler de 2025. C'était une belle mise en bouche d'apprendre à te connaître toi, ton parcours de coureur. Là, je pense que c'est le temps qu'on plonge dans cette année 2025 qui a été assez déterminante, assez spéciale, je pense, pour toi. Donc, on va se prendre une pause pour un message d'un partenaire, puis on embarque dans 2025 juste après. C'est le Québec Méga Trail, c'est pas juste un événement fort du calendrier québécois de trail avec des sentiers incroyables, des points de vue à couper le souffle, puis des longues distances qui te font questionner tes choix de vie. C'est aussi un événement qui prend ses responsabilités pour vrai. Le QMT, ça fait des années qu'ils travaillent fort pour réduire leur impact sur l'environnement. Moins de plastique à usage unique, du compost puis du recyclage sur les sites, puis même des repas plus écolos pour les bénévoles puis les participants. Bref, ils veulent que toi tu tripes d'un sentier, mais que la nature, elle reste belle longtemps. Si tu veux en savoir plus sur les initiatives vertes du QMT, va voir la section développement durable sur ultratrailcanada.com, puis profite-en pour aller voir s'il reste des dossards pour l'édition 2026. Spoiler alert, il en reste plus beaucoup. Je vous parle du Crew Run Club depuis quelques épisodes, le centre d'entraînement spécialisé en course à pied qui est situé à Québec. Tu veux savoir où t'en es rendu dans ta forme de coureur? Le test de lactate, c'est pas juste un truc scientifique pour les pros, c'est un outil hyper concret pour ajuster ton entraînement. En gros, ça te permet de mesurer à quelle intensité ton corps commence à accumuler de la fatigue, puis ça donne des zones d'effort personnalisées. Le résultat, c'est que tu cours moins dans le vide puis tu progresses plus vite. Le Crew Run Club t'offre ce service-là avec une équipe d'experts qui vont t'expliquer clairement les résultats puis comment les utiliser. C'est un investissement pour mieux comprendre ton corps puis courir plus intelligemment. Va voir tous les détails sur lecrewrunclub.ca. On est de retour avec Xavier Saint-Cyr et là, c'est le temps d'aborder cette année 2025. Avant qu'on plonge dans le QMT puis dans l'UTHC, comment tu as planifié cette saison-là? Tu revenais d'un 100 miles, on regarde qu'est-ce qui s'en vient en 2025, on se dit « Ok, j'ai le goût de faire tel événement ». Comment cette saison-là s'est matérialisée? Après mon 100 miles, j'avais été tellement traumatisé que je me suis dit « Je retouche pas à ça en 2025 ». J'adore. Puis justement, à ce moment-là, le QMT n'avait pas encore sorti sa nouvelle distance du 135, ou en tout cas, ça venait tout juste. Je sais pas si j'aurais fait le QMT 160 ou le 110, mais j'étais très agréablement satisfait quand ils ont sorti le 135. J'étais comme, encore une fois, c'est parfait pour moi, ça, parce que 160, j'aurais trouvé ça trop traumatisant de me relancer si proche de mon expérience en 2024. Ah ouais, c'est clair. Fait que c'est un peu comme ça là, que je suis tombé. Mais j'aimais quand même ça, l'aspect d'aller au-delà du 100 kg. On dirait que ce range-là, entre 100 et 160, me parle beaucoup. Fait que au Québec, il y avait 2 courses, puis je trouve qu'ils se fitaient bien une après l'autre dans la saison. Fait que le QMT 135 puis le Arcana 125. Puis après ça, les autres courses que je voulais que j'ai fini par m'inscrire, mais ça a fini par être justement les mettre un peu alentour de ça comme entraînement, comme préparation. Oui, parce que je voyais, t'en as fait beaucoup. T'as fait le marathon du Mont-Mégantic, t'as fait trail de la clinique du coureur. C'était des courses, entre guillemets, B, justement, où ils servent de gros entraînements en préparation des gros projets. Exactement. Je les voyais plus comme des stimuli de course, ou également comme pratiquer ma nutrition, pratiquer ma stratégie de course là, pour arriver plus en confiance là, à mes objectifs. Tu le disais, pour tes premières longues courses, tu y allais au feeling côté nutrition, les sandwichs au beurre de pinot, les barres Cliff. Je comprends qu'avec le temps, ça aussi c'est raffiné. T'as fait des lectures, comme tu le disais tantôt, t'es autodidacte là-dedans, mais t'as précisé tes stratégies nutritionnelles, je comprends. C'est quoi les apprentissages que t'as fait entre ces premières années-là puis aujourd'hui quand on planifie un UTHC 125? Je dirais la première grosse chose que j'ai changé entre 2024 et 2025, c'est que je me suis mis à beaucoup plus manger de façon globale en 2025. Fait qu'en dehors des entraînements, je pense même que je peux dire que j'étais sous-alimenté dans 2024. Toi, tu parles dans la vie, pas dans les entraînements, mais les repas au quotidien. Là. Ouais, dans la vie de tous les jours. Là. J'ai passé, je pense, la moitié de mon année 2024 blessé. Fait que j'ai commencé mon année 2024 janvier là, avec une déchirure du ménisque. Puis ça a duré 3 mois.
Puis ça a tout le temps été un cycle un peu de je me blesse, je diminue mon volume, je récupère de ma blessure, je guéris. Puis là, dès que je recommence à escalader mon volume, je me reblesse. OK. J'ai un peu fait du yo-yo comme ça. J'ai eu une déchirure du ménisque. Après ça, j'ai eu une tendinite au niveau du talon d'Achille, puis une autre tendinite au niveau de la patte doigt, là, qui est à côté du genou. Puis je pense que j'ai été comme honnêtement 6 mois de mon année 2024 là, comme en train de semi-récupérer / continuer à courir, mais pas de façon optimale, là. Puis c'est avec une discussion avec Daniel, à un moment donné, en allant courir avant le Bromo Ultra. Il m'a demandé, hey, toi, tu manges combien de repas dans ta journée? Tu sais, qu'est-ce que tu manges? Puis là, je disais, ben, tu sais, je mange comme d'habitude, là. Pas, tu sais, je fais attention. Puis j'avais aussi un peu un mindset de, j'avais déjà entendu dire que pour tu gagnais 2 secondes par minute du kilomètre pour chaque livre que tu pesais de moins. OK. Fait que j'avais comme cette idée-là qui me trottait que plus j'étais léger, plus j'étais vite. Puis ben là, je traduisais ça, ben si ça s'applique au marathon, ça doit s'appliquer un peu au ultra aussi. Fait que c'était pas, ça prenait pas énormément de place, mais j'étais quand même, j'allais pas manger, disons, la barre tendre de plus avant d'aller me coucher, même si j'avais faim, disons. OK. Puis c'est en ayant cette discussion-là avec Daniel que lui, il m'a dit, hey, moi, je me suis mis à manger comme un porc parce que j'ai tout le temps faim. Puis toi, justement, tu me parles de, ah, tu te blesses souvent, mais ça se peut-tu que tu te sous-alimentes? Puis j'avais jamais fait le lien dans ma tête entre mes petites blessures puis se sous-alimenter. Fait que ça a comme piqué ma curiosité. J'ai commencé à lire là-dessus, puis je suis tombé sur le Relative Energy Deficit Syndrome. Puis un peu en même temps de ça, je pense que c'était sorti un podcast sur ta Ouais. sortie du bois là-dessus en fin d'année passée. Il y a d'autres podcasts qui sont sortis comme un peu en même temps que moi je le vivais. Puis là, je disais, oh shit, ben, est-ce que je suis en train de vivre ça moi aussi? Puis le déclic s'est fait à un moment donné quand, pour la première fois, je me suis réveillé comme à 2 heures du matin, puis j'avais tellement faim que j'étais pas capable de me rendormir. Ça m'était jamais arrivé, là, que littéralement la faim me réveille la nuit au point que je sois même pas capable de me rendormir. Fait que là, je fais, wow, OK, il y a vraiment quelque chose de mon corps qui essaie de me dire quelque chose. Fait que, ben, j'ai décidé de prendre l'approche de, là, justement, arrêter de faire attention puis vraiment manger, là, assez pour nourrir mes efforts puis mon entraînement. Puis je trouve que ça a été la première chose là, de différente entre 2025 et 2024. 2025, j'ai eu aucune blessure, Ouais. disons, sur entraînement. J'ai eu une blessure traumatique, là, on pourra en reparler, mais je me suis cogné le genou. Mais bon, là, je me suis cogné le genou, ça a fait mal 2 semaines, puis j'ai guéri. Nutrition ou pas, ça aurait fait mal. C'est ça, exactement. Mais c'est ça, j'ai eu comme aucune blessure de surentraînement, puis il y a peut-être d'autres choses aussi que j'ai changées dans ma routine, mais je pense que l'alimentation en est vraiment une des plus grosses choses que j'ai changées, puis là, ça apparaît parce que je me suis pas blessé de 2025. Ben ouais, puis tu sais, t'as enchaîné des courses aussi qui sont proches l'une de l'autre, puis dans la récupération, la nutrition, je veux dire, c'est l'élément principal dans tout ça. Puis c'est drôle parce que tu sais, Marianne Hogan a eu un peu la même réalisation cette année en parlant avec son équipe autour d'elle, puis ces blessures récurrentes-là, il y avait plein d'hypothèses sur qu'est-ce qui les causait, puis c'était toujours relié à des blessures physiques passées, le retour d'une blessure, la compensation d'eux, puis finalement, elle avait raconté sur le podcast, c'était la nutrition. Tu sais, elle a réglé beaucoup de ces problèmes-là avec une nutrition qui était beaucoup plus importante à tous les jours, puis pas juste à l'entraînement, mais en général. Fait que il y a ça, tu sais, je veux dire, ceux qui écoutent, réécouter ou écouter l'épisode sur le Red-S, tu sais, le Reds, parce que c'est sournois, c'est super dangereux, ça peut mener à des problèmes vraiment graves, puis tout ça part d'une bonne intention de se dire, ben là, peut-être que si je mange trop, je vais-tu me ralentir dans le sentier? Non, ça arrivera pas. C'est correct de prendre un petit peu de poids parce que de toute façon, ton corps a besoin de ces ressources-là. Puis sur un long effort, quand on est dans l'ultra, ça fait juste plus où ton corps peut l'épuiser. Fait que tu sais, t'es gagnant sur toute la ligne, là. Puis également, ben, tu finis par être meilleur sur tes courses si tu passes moins de temps blessé, parce que le moins que tu es blessé, ben, le plus que tu peux t'entraîner, puis le plus que tu peux accumuler du volume sur tes jambes. Fait que moi, ça a vraiment, honnêtement, là, ben, c'est en écoutant les podcasts puis en parlant justement avec Daniel que ça m'a un peu ouvert les yeux. Puis quand j'ai fait le changement, là, quand, tu sais, des fois, semaine par semaine, tu vois pas la différence, mais là, quand je reflète sur mon année 2025 versus 2024, là, c'est comme, moi, à la fin de 2024, je me disais, hey, je suis comme un athlète prédisposé à faire des blessures, puis
ça va être comme ça pour toute ma vie, puis faut que je m'en fasse. Puis là, je réalise à la fin de 2025, ben, tout le contraire, là, c'est l'année que je me suis le plus entraîné, que j'ai fait le plus de courses, puis j'ai eu aucune blessure, là. Fait que, Ouais, exact. On peut tout apprendre de ça. Tu planifiais cette saison-là, tu avais le QMT 135. Tu t'alignes sur des courses qui sont extrêmement compétitives, qui a un gros bassin de coureurs en avant. Tu sais, le Québec Méga Trail a probablement les packs sur les longues distances les plus profonds en termes de coureurs élites, de coureurs internationaux. Cette année encore, il y avait plusieurs athlètes qui venaient de l'extérieur. Quand on planifie un QMT 135 après avoir fait le 160, c'est plus l'attrait de la longue distance dans le sens où t'es pas en train de jouer dans une nouvelle zone, d'explorer des nouvelles limites. Tu disais aussi qu'avec le Bromont Ultra 160, ça a été le début de cette réalisation-là, que tu peux être compétitif, tu peux fighter pour des podiums. À l'approche d'un QMT 135, c'était quoi ton état d'esprit par rapport à ça? Par rapport au temps que ça pouvait te prendre, par rapport à une position peut-être que tu pouvais espérer? J'avais un objectif de temps qui était seté sur voir les temps de passage antérieurs des coureurs antérieurs. Mais tu sais, vu que c'était une nouvelle distance, c'était quand même difficile. Mais bon, on emprunte le sentier des Quatre, puis on monte le Mont-Saint-Anne. Fait que tu sais, je suis quand même allé voir les segments Strava des autres coureurs antérieurs. Puis je me suis un peu seté un objectif de temps, mais qu'au final, est un peu tu sais, moi, j'attribue pas, je le vois comme un objectif, mais c'est pas un objectif que je suis seté à 100% puis je vais être déçu si jamais je l'atteins pas. C'est plus une motivation un peu pour garder le train, mais en même temps, je sais que si je l'atteins pas, c'est pas plus grave que ça. Puis mon but, c'est juste de me rendre à la ligne d'arrivée et avoir du fun là-dedans. Puis, fait que je pense que mon objectif, c'était 17h15. Puis ça, je l'avais basé en regardant les splits de Jean-François Cochon qui l'avait gagné l'an passé. Puis, tu sais, je pense que j'avais ajouté comme 2-3 minutes pour chacun les splits que lui a fait. Moi, je me rajoutais 2-3 minutes parce que je me suis dit, ben, je vais être pas mal dans ce range-là. Puis, je suis tombé sur 17h15. Euh, Ça a pris 17h18. Quand même, hein, ça, j'ai été très satisfait. Très, très fort. Surtout pour un événement qui avait jamais eu lieu. Tu sais, tu te dis, tu te bases sur des splits de des athlètes sur d'autres distances. Tu sais, c'est complètement différent, mais c'est très impressionnant d'arriver à 3 minutes. Je pense que c'est ça le plus gros accomplissement. Là. Fuck la première place. Le 3 minutes de ton chrono estimé, c'est du génie. Ça m'a vraiment satisfait. Mais tu sais, j'avais ce chrono-là en tête, mais pendant la course, je pensais même plus au chrono. J'aurais pu le rentrer en 17h15. Là. Les 10 derniers kilos, je les ai faits relativement relax parce que je savais que je rentrais en première place puis que j'avais plus puis je savais que je la finissais la course. Là. Ouais. Mais tu sais, si j'avais vraiment le chrono en tête, je les aurais gonnés puis j'aurais pu le rentrer en 17h15, mais je regardais plus le temps là, à ce moment-là. Non, c'est clair. Fait que c'est. En arrivant à la course, par contre, là, je me setais pas, j'avais mon temps de 17h15, mais j'avais aucune idée si ça allait être un temps compétitif ou non. Tu sais, je me disais, ben là, il y a des athlètes internationaux, justement, fait que eux, j'ai aucune idée comment ils vont performer. Il y a plein de gens qui ont des meilleures cotes ITRA que moi. Fait que, écoute, ce sera la place que ça sera, puis moi, je vais avoir la journée que j'ai, puis indépendamment de ça, je vais avoir du fun, puis c'est juste comme une motivation pour que dans mes entraînements, ben, j'ai quelque chose à aller chercher pendant ma course, mais sinon, j'attribue pas tant plus d'importance que ça à ce temps-là ou à cette performance-là. Ah oui. Tu disais, j'aurai la journée que j'ai. Au-delà de la performance, là, au-delà de la première position du chrono, ça a été une bonne journée? Vraiment pas. Non, c'est ça, hein? Parle-nous de ces sensations-là. Ça a été extrêmement difficile. Le départ à 10h du soir, là, cette idée, en tout cas, je l'ai vécu puis j'ai vraiment pas aimé ça. Là. Tout courir, en fait, les 2-3 premières heures, ça a été correct, là, mais quand on est tombé dans le stretch entre 1h et 4h du matin, que t'es tout seul dans le sentier des Quatre, puis il commence à faire un peu froid, tout ça. Moi, ça autant au niveau mental que ça allait pas, qu'au niveau digestif aussi, là, ça allait vraiment pas. Puis c'est la première fois de ma vie que j'avais le goût de DNF une course. Là. Okay. Comme là, s'il y avait un ravito accessible sur le bord de la route, là, je l'aurais sérieusement considéré. Puis à ce moment-là, je savais pas que j'étais en première position. Mais tu l'étais. Je l'étais, mais je le savais pas. Parce qu'on est comme 2h du matin, ça fait 3 heures que j'ai pas parlé à personne.
Puis, en fait, la dernière fois que j'avais croisé mon crew, Daniel, c'était au ravito du Massif, si je me trompe pas, qui est environ le kilomètre 35 ou Ouais. 40. Puis, à ce moment-là, j'étais encore avec des gens. Tu sais, je pense qu'on avait été comme trois à passer au ravito, puis il y avait encore des gens devant nous. Puis, j'avais aucune idée combien de gens étaient devant moi. Puis, ben là, j'en dépasse un, deux, OK. Puis, je me ramasse dans un stretch où est-ce que je cours tout seul, mais j'ai encore l'impression qu'il y a des gens devant moi. Quand j'arrive au prochain ravito, au kilomètre 52, je croise le Nelson Santos, qui était le coureur portugais. Fait que là, je dis, ben, je suis arrivé, puis lui, il était au ravito. Fait que je me dis, bon, ben, c'est sûr, j'étais pas promis. Puis il y a sûrement encore des gens devant moi, là. Ils m'ont pas dit que là, on était dans les leaders. C'est dans ce stretch-là, entre le kilomètre 52 puis le kilomètre 66, c'était l'autre ravito d'après, que là, ça allait vraiment plus, là, j'avais comme plus du tout de fun. Puis en arrivant au prochain ravito au kilomètre 66, ils disent, hey, t'es en première place en passant. J'ai fait, what? Je m'attendais pas du tout. Ben là, je savais que j'étais dans les moments, là, mais comme, honnêtement, j'avais plus de fun, puis j'avais vomi, Ah ouais. j'avais vomi, j'avais eu la diarrhée, là, ça allait plus du tout, là. Mais Puis c'est comme, dur sur la digestion, ces départs-là qui sont tard, puis il doit y avoir une exactement. corrélation là-dedans. Moi, je le sais dans la vie, moi, personnellement, que je pars courir à jeun à 4h30, 5h du matin parce que je veux squeezer ça avant le travail ou peu importe. Ça se fait tout seul, j'ai aucun problème gastrique, jamais. Mais quand, on dirait que plus il y a des repas dans la journée, plus il y a peut-être des ingrédients qui sont plus durs à digérer. Tu sais, je suis rendu avec un estomac qui est pas pire, qui peut courir sur à peu près n'importe quoi, mais c'est sûr que aller courir en soirée, il y a plus de chances. Tu sais, les fois dans la vie que j'ai un point, c'est jamais à 4h30 le matin. C'est rarement c'est l'heure du dîner, juste avant d'aller dîner. C'est tout le temps quand je squeeze une run à 22h, puis que là, j'ai comme l'historique de la journée, là, 3-4 repas, des collations, qu'on dirait que là, il y a une lourdeur, puis ça travaille plus, puis là, on parle d'une run d'une heure un mercredi soir, on parle pas d'aller se taper Ben, c'est 50, 60 km rendu là. Puis je pense que la carence de sommeil joue aussi sur la nutrition. Quand ça vient tard dans une course, la carence de sommeil, quand ta course part à 6h le matin, rendu à 22h quand il commence à faire noir, il n'y a plus juste ta digestion qui fait mal, il y a un peu tout, tu sais. Là, ça doit être spécial être tôt, entre guillemets, dans une course. Ça fait pas si longtemps que tu cours, puis filer comme de la crap de même, là. Moi, je pensais que j'allais être correct en plus parce que avec la résidence, on fait souvent des fins de semaine de nuit. On commence notre shift à 8 heures du soir puis on le finit à 8 heures du matin. Fait que j'avais quand même un peu l'habitude de rester réveillé la nuit, puis je pensais que j'allais être capable de prendre une bonne sieste avant la course, puis que j'allais me sentir bien correct pour le départ à 10 heures du soir. Finalement, j'ai juste réussi à dormir comme 45 minutes avant la course. Puis, tu sais, notre corps est pas fait pour manger 100 grammes de carbs à l'heure pendant toute la nuit. Notre corps, il est fait pour que la nuit, ben, il soit relax puis il jeûne, tu sais. Ouais. Fait que le vivre en temps réel, le manque de sommeil, plus essayer de bourrer mon estomac de carbs, ça avait vraiment pas bien passé. Puis justement, ben, j'étais comme en déplétion énergétique totale, ce qui faisait en sorte que mon moral était vraiment bas. Ce qui m'a sorti du trou, c'était de voir le lever du soleil, là. Ben, je pense qu'il y en a beaucoup de coureurs qui doivent le vivre, là. Mais c'est comme, c'est fou pareil, la sensation que ça fait. Ça donne comme un deuxième regain d'énergie. Puis là, ça te permet de dire, ah, OK, je suis capable de m'en sortir, puis je vais me rendre au prochain ravito. Puis moi aussi, ce qui me motivait à ce moment-là, c'est que je sentais que je me rapprochais de sortir du sentier des Quatre puis de voir des gens. Tu sais, Ouais. avec la journée, ben, je me disais aussi, ah, ben là, ma famille, mon crew, tout ça, ils vont pas être en train de dormir, ils vont regarder sur le tracker, je suis où, puis juste avoir ça en tête, ça me donnait chaud au cœur, puis ça me donnait le goût de continuer. Fait que ça a vraiment le lever du soleil, puis un peu la vie du QMT, puis l'événement, voir que des gens commençaient à suivre ça, là, c'est ça qui m'a donné un peu un boost d'énergie, là. Puis après ça, ben, comme tu dis, on voit plus souvent le monde. Il y a du soleil, il y a plus d'action aussi. Tu sais, il y a d'autres distances auxquelles on se mêle. On doit faire du bien de croiser d'autres mondes après une nuit passée seule. Tu passes Pardon? Ben, moi, ce qui m'a aussi beaucoup donné un boost d'énergie, là, c'est quand je suis sorti du Sentier des Quatre. Là, c'est la première fois qu'il y avait un caméraman sur Oui. moi. Ben là, un caméraman qui me suit. Moi, j'aimais ça. Là. C'est comme avoir un petit pacer. On se jasait un peu. Il avait pas le droit de me dire les places puis tout, là, mais
sais, c'était quand même, moi, je trouvais ça bien le fun, là, de dire, ah, ben là, ma famille va pouvoir me voir à la télé, là. Ah, c'est cool. Fait que ça m'a vraiment, ça m'a donné un petit boost aussi, là. Puis après ça, ben, arriver au ravito, puis voir mes gens, là, ça m'a vraiment, c'est ça qui m'a donné le boost pour que j'avais comme un deuxième kick, là, en deuxième moitié de course, là, j'ai comme vraiment pu pousser plus, la machine. Fait que, tu passes à Saint-Tite-des-Caps, t'es meneur, tu sors d'une nuit qui était difficile, là, tu dis que t'as eu cette deuxième vitesse-là qui est embarquée. De Saint-Tite à la fin, les sensations étaient meilleures? Ouais, les sensations allaient vraiment mieux. Tu sais, le côté digestif, j'ai pris je pense que j'ai arrêté de manger puis de boire pendant comme 1 heure là, pour que l'espèce de point dans mon ventre passe. Puis une fois que j'ai pris cette pause-là puis que j'ai recommencé à manger un peu, là, ça a vraiment rembarqué. Puis je pense que c'était juste qu'il fallait que je me rembarque sur un horaire de jour. Là, puis Ouais. après, ça a été vraiment bien. Euh, Fait que c'est ça, arrivé au Mont-Saint-Anne, là, en plus, j'avais mon pacer Maxime, qui est quelqu'un que j'ai rencontré, là, à la résidence, puis on a pu jaser, catch up un peu de la vie, puis jaser avec lui, ça m'a vraiment changé les idées, fait que ça a fait du bien. Il y a qu'entre elles, je pense, à la vitesse où notre sport va, que tu peux être en train d'être meneur d'une des courses les plus compétitives au Canada, puis te dire que tu as pu catch up avec ton pacer, puis prendre des nouvelles, tu sais, dans d'autres sports, c'est hyper intense, puis ça, tu sais, nous, c'est un sport où ça se passe lentement, puis c'est parfait comme ça, c'est ce qu'on aime. Ça fait que même quand t'es le premier, tu peux jaser de ton pacer, puis savoir comment il va, tu sais. Ben, tu sais, j'étais promis, mais je me prenais pas trop au sérieux, là, tu sais, puis là, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Il y avait des anecdotes cocasses. Je pense qu'il venait de vivre ses intégrations la veille ou l'avant-veille. Fait que là, il me décrivait ça, puis je trouvais ça bien drôle. Puis, fait que, tu sais, il y avait quand même, on jasait, puis je pense que ça nous a quand même un peu distrait aussi, parce que là, dans la montée du Mont-Saint-Anne, le deuxième, il m'a quand même mangé beaucoup de minutes, Ouais. que j'ai réalisé par la suite. Fait que là, OK, après ça, j'étais comme, bon, OK, on va accélérer un peu la machine, puis on a eu le temps de jaser dans la montée du Mont-Saint-Anne, puis là, on va commencer à repomper un peu, mais honnêtement, ça a vraiment changé d'idée, puis ça a fait du bien. Fait que d'un ravito à l'autre, tu avais des nouvelles sur les splits que tu avais sur le deuxième. Est-ce que tu avais aussi ta famille qui te textait pour que tu saches un peu les écarts? Ben, il y avait Daniel à ce moment-là. Daniel, normalement, c'est mon pacer en chef, là. Mais il s'était blessé comme 2 semaines avant. Il s'est ouvert le genou en courant. Fait qu'il avait pas pu me pacer au KMT. Fait que là, il a été mon crew. Puis il appelait dans le fond mon pacer Maxime après chaque ravito pour me donner les splits, là, me donner une petite idée. Fait que tu sais, je pense qu'en partant de la base, le camp de base du Mont-Saint-Anne, j'avais 25 minutes d'avance. Puis en arrivant au top, il m'avait mangé comme 15 minutes ou quelque chose comme ça, là. Fait que là, à ce moment-là, j'ai fait comme oh, OK. En plus, je pensais qu'on avançait quand même correctement vite. Mais là, j'ai réalisé que non, c'était un autre game. Fait que à ce moment-là, c'était Sébastien Camus qui était deuxième? Ou c'était Mathieu Saliou? Non, c'était Mathieu Saliou. Ouais, méchante montée, là. Prendre 15 minutes sur une montée qui en prend 45 total, genre. Ouais, c'est un bon. Fait que à ce moment-là. Je pense qu'il l'a gonné en table puis qu'il a manqué un peu d'énergie après, là. J'en ai pas reparlé, mais rapidement, c'est ce qu'il m'avait dit après la course. Puis je me rappelle en partant, tu sais, on monte le Mont-Saint-Anne une fois, on le descend à moitié puis on le remonte. Puis je m'étais mis un peu comme stratégie de gonner la section. Je me souviens plus c'est quoi le dernier ravito avant d'arriver à la fin. Le fondeur. Le fondeur. Ouais. Fait qu'il y a comme 15 km entre le top du Mont-Saint-Anne puis l'auberge du fondeur. Puis je me suis dit, ça, c'est les 15 km qu'il faut que je gonne pour que j'arrive à l'auberge du fondeur avec la plus grande avance puis que ça le démoralise pour pas que ça lui donne le goût de continuer à courir vite sur les 10 derniers kilos parce que moi aussi, ça me tentait pas de courir vite sur les 10 derniers kilos. Fait que ce segment-là, là, j'ai fait des splits, là, Puis il est pas facile ce bout-là. Souvent, quand on regarde la map du QMT, on pense à Mestachibo, on pense au Mont-Saint-Anne qu'on monte 2 fois, on pense à ça. Mais ce bout-là, il est relativement plat, mais c'est un petit faux plat montant, descendant, vallonné, un peu technique, mais pas tant que ça, mais pas, tu sais, il rentre dans les jambes, t'es scrap en plus quand t'arrives là, fait que il est tannant, puis t'as réussi à le gonner, fait que t'es arrivé au fondeur, puis finalement, t'avais combien de temps au fondeur? Sais-tu? Je pense super après, lui est passé là combien de temps? Je suis parti du top du Mont-Saint-Anne avec encore 6 minutes, je pense. Puis je suis arrivé au fondeur, j'avais, je pense, 15 minutes d'avance. OK.
Fait que, tu sais, j'avais vraiment mangé les kilos, là. Ouais. Parce que justement, tu sais, dans ma tête, je me disais, il reste 10 kilomètres. Si j'ai au moins 10 minutes d'avance sur lui, ben, ça veut dire qu'il va falloir qu'il court 1 minute du kilomètre plus vite que moi pour me rattraper. Puis ça, c'est quand même démoralisant à entendre, là. Même si c'est une fin de course, même Ouais. si c'est de la trail, ça reste que c'est un bout qui est probablement le bout du comité qui est le plus qui est le plus roulant, pardon. Fait que c'est sûr d'aller chercher 1 minute du kilo sur un pace, je veux pas dire route, mais un pace qui est quand même assez rapide. Mhm. Tu sais, 1 minute du kilo, ça Mestachibo, ça se gère bien parce que c'est tellement lent, cet endroit-là. Là, dans ce cas-ci, c'est rapide. Fait que, à quel moment tu t'es permis d'y croire? Quand j'étais arrivé au fondeur. Quand Ouais. j'étais arrivé au fondeur, puis j'avais le split que je voulais sur la deuxième place, à ce moment-là, j'ai dit, OK, là. C'est à ce moment-là aussi que je l'ai comme apprécié un peu plus, parce qu'avant ça, je le prenais pas au sérieux, puis je me dis honnêtement, s'il y a vraiment des bonnes jambes qui me rattrapent, il me rattrapera, puis ça sera correct, je vais quand même avoir une belle course, puis je vais avoir eu du fun. Euh, mais c'est après avoir justement gagné ce segment-là, puis en arrivant au fondeur, que je me suis dit, bon, là, on va en profiter, puis c'est pas à tous les jours que je peux arriver premier du QMT, fait que mieux vaut en profiter. C'est malade. Tu gagnes une course qui est très importante au Québec, une course qui est très compétitive, probablement la longue distance la plus compétitive au Québec. Le Mont-Saint-Anne a la chance d'accueillir probablement toutes les distances les plus compétitives au Québec, puis même au Canada, quand on regarde les fields du QMT sur la longue distance, sur le 50, mais quand on regarde le défi des couleurs qui s'en vient, qui ont des fields qui ont pas de sens. En tout cas, c'est mon petit côté chauvin de la région de Québec. Je continue. Mais de gagner une course des World Trail Majors, est-ce que tu as senti... Tu sais, t'as causé une surprise. On jouait au jeu des prédictions avec Nicolas Dan avant, on jouait au jeu des prédictions avec les gens qui suivent le sport. T'as causé une surprise. Je pense pas t'insulter en disant ça parce que il y avait un field d'athlètes internationaux, puis on regardait de ce côté-là, de se dire, OK, c'est les World Trail Majors, ça attire des Sébastien Camus, des gens établis dans le trail qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience dans le trail. Puis on n'a pas vu venir cette victoire-là. Ça a-tu changé quelque chose? T'as-tu senti justement un regard se tourner vers toi? Qu'est-ce que ça a changé, cette victoire-là? Ça m'a donné confiance en moi pour que je me dise, ah, ok, j'ai quand même le potentiel d'être compétitif sur la scène de trail québécoise. Mais je dirais, ça m'a pas donné un boost d'ego, ou ça m'a pas fait sentir euh, soudainement vraiment plus fort, dans le sens où je visais 17h15, puis si j'avais fini en 17h15 puis je serais arrivé cinquième, ben j'aurais eu la même satisfaction que de finir à 17h15 puis arriver premier, puis ça aurait pu arriver là, si tous les autres coureurs avaient eu une excellente journée, ben je serais arrivé cinquième ou troisième ou peu importe. Fait que, moi, c'était vraiment ce qui me satisfaisait à la fin de cette course-là, c'est que j'avais pu, c'est de voir ma progression, disons, en entraînement, de Ouais. voir, hey, je suis passé de un gars en 2022 qui commençait à faire ses premiers ultras, puis qui est arrivé 50e, puis là, je suis quand même capable d'être compétitif, être rapide. C'est plus voir cette évolution-là que je prends plaisir, là. Ouais, puis une preuve que tu peux exécuter. Parce que l'entraînement, c'est une chose, puis on aime voir cette progression-là, puis c'est extrêmement satisfaisant de se dire, OK, ce que je faisais avant en X temps, je peux le faire un peu plus vite, puis sentir qu'on progresse. On veut s'améliorer, peu importe si l'amélioration mène à des premières places ou des 197e places, on s'en fout. On aime ça sentir qu'on avance vers quelque chose. D'avoir une confirmation que cet entraînement-là allait bien. Tu devais le sentir que hey, j'ai des bons entraînements en 2025, la nutrition, ça se passe bien, mais après ça, le jour J, c'est toujours un peu un jeu de dés. C'est une pièce qu'on lance dans les airs. J'aurais pu DNF aussi, là. Puis, T'aurais pu jamais te relever de cette nuit-là difficile. Puis ça aurait pas voulu dire que t'étais un moins bon athlète. Ça aurait pas voulu dire que ton entraînement était moins bon. Faut exécuter le jour J. Puis c'est pour ça, des fois, faut pas se prendre la tête avec le jour J non plus. Quand ça va bon, on est content. Quand ça va mal, ça veut rien dire d'autre que ça a pas fait aujourd'hui. Tu sais, il y a des jours comme ça. C'est difficile en ultra parce que c'est pas comme au hockey qui a 80 games par année, là, que ton jour J, si tu manques, si t'as pas une bonne game, ben t'en as 79 autres dans l'année pour te reprendre, là. En ultra, t'as comme 2, 3 courses A dans ton année. Fait que si t'en manques une, faut pas, moi je trouve faut pas se prendre autant faut pas le prendre autant durement si cette journée-là, c'est pas une bonne journée, puis il va en avoir d'autres après pour se reprendre, puis c'est correct, mais
il faut quand même réaliser que vu que ça prend tellement un gros impact sur notre corps, ben, faut se donner le temps de récupérer de ça, puis s'offrir la chance de le reprendre à une date ultérieure. Exact. Toi, ta date ultérieure, ça a été Arikana. Ça s'était bien passé au QMT. Est-ce qu'Arikana t'es déjà prévu à ce moment-là dans ton calendrier? Ouais, fait que moi, je suis rentré en 2025 en disant QMT 135 puis Arcana 125, c'est mes deux objectifs. On fait le doublé. Arikana, bon, c'est une course que à laquelle tu n'avais jamais participé. Est-ce que tu connaissais un peu le territoire, le secteur? J'avais été fermeur l'année d'avant OK. dans le secteur du mont Morios jusqu'à la Tepa Côte-Gorge. Fait que l'an passé, j'avais fermé le parcours pour les coureurs du 125. Puis ça avait été une expérience totalement différente que j'avais faite la nuit en marchant en arrière de tous les coureurs qui sont absolument explosés, puis qui marchent jusqu'à la Tepa Côte-Gorge. Fait qu'à une vitesse très différente. Mais ça m'a permis un peu de reconnaître un peu ce territoire-là que j'avais pas encore couru. Puis dans la même fin de semaine, là, j'avais couru un peu dans les trails du coin. J'étais allé monter le mont Morios. Fait que, tu sais, j'avais un peu une idée de la région ressemblait à quoi, mais tu sais, je peux quand même dire que j'avais pas fait 90 km. Puis la section que j'ai faite, je l'ai faite durant la nuit, tandis que là, on la court un jour. Fait que c'est vraiment totalement différent. Là. Exact. À l'approche de la course, tu sentais-tu que tu avais bien récupéré du QMT? C'est difficile de dire. Des fois, on a les jambes, on sent les jambes correctes, mais tu sais pas après 50 km comment ils vont se sentir. Fait que j'avais l'impression que 2 mois, ça avait été suffisant, mais c'est quand même relativement ambitieux pour quelqu'un qui en fait depuis aussi peu longtemps. Puis, tu sais, en rétrospect, le Bromont Ultra, ça m'avait pris 2 mois avant de me sentir normal. Après QMT, c'était plus court que ça, mais tu sais, j'ai quand même pas eu beaucoup de temps entre les deux. Puis une autre chose qui m'avait beaucoup stressé, c'est que j'étais supposé faire le 26 km du Mont Xalibu au Chic-Choc, puis qui est 3 semaines avant Arcana. Fait que je le voyais comme un peu une course préparation. Puis justement, je suis tombé puis je me suis vraiment fracassé le genou sur une roche 2 jours avant la course. Fait que j'ai pas pu prendre part aux 26 km. J'ai essayé, tu sais, j'étais optimiste, mais honnêtement, je boitais le jour de la course. Fait que c'était juste pas une bonne idée. Puis j'ai un peu comme dû diminuer mon volume avant Arcana. Là. J'ai comme fait un taper très très d'avance, là, 3 semaines d'avance, parce que je pouvais comme presque plus courir. Là, je me croisais les doigts que je m'étais pas fracturé la rotule, que c'était juste comme une grosse contusion. Finalement, ça a fini par bien guérir, mais c'est sûr que c'était comme un taper sous-optimal parce que 3 semaines avant Arcana, j'ai vraiment réduit mon volume. Puis quand j'ai fait, tu sais, normalement, je vais plus courir 12-15 heures par semaine, puis j'ai dû courir comme 3-4 heures là, par semaine les 3 semaines avant Arcana. Fait que c'est sûr que je suis rentré avec ce stress-là de hey, c'est vraiment sous-optimal. Mon genou, il faisait plus mal avant la course, mais je me suis dit, ça, c'est une autre affaire. Est-ce qu'après 40 km, ça va juste reflamber, puis je vais me remettre à boiter. Fait qu'il y avait un peu d'incertitude de ce côté-là. Finalement, ça a bien passé quand même. Ouais, c'est ça. Dans la préparation avant, quand tu as su qu'un certain Mathieu Blanchard allait être sur place à Arikana, ça t'a-tu craqué? Dans le sens que c'est le fun d'avoir un des meilleurs au monde. Je veux dire, Mathieu, c'est top 5 mondial dans ce sport-là, qui se pointe à la même course que toi. Ça devait être excitant. C'était quoi quand tu as appris cette nouvelle-là? J'étais très hype, là. Je me disais, wow, OK, c'est comme un peu une superstar du trail, là, qui va être présent à Arcana. Puis c'est pas à tous les jours que tu as la chance de courir dans les mêmes sentiers puis la même course que quelqu'un comme Mathieu Blanchard. Fait que ça m'excitait beaucoup. Puis, tu sais, en fait, je rentrais dans la course en disant, c'est Mathieu Blanchard qui va arriver premier, puis tous les autres, on se bat pour la deuxième place, là. Je pense que beaucoup de gens devaient se dire ça aussi. Parce que c'est sûr que de son calibre, moi, je me rappelle avoir dit à ma blonde puis à mes amis, tu sais, lui, il fait un relativement easy jog, puis il va rentrer premier quand même. Là, tu sais, c'est vraiment de ce niveau-là que il est. Là, tu sais. Ouais. Fait que puis tu sais, en arrivant à Arcana, encore une fois, oui, j'avais gagné le QMT, mais je me sentais pas comme une tête d'affiche qui pouvait jouer pour la première place sur le podium. J'étais juste comme hey, je vais essayer d'avoir une bonne course, puis je vais essayer de la finir, puis de prendre plaisir, puis c'est ça que j'ai réussi à faire là. Fait que
Ça s'est fait. Dans ta première partie, tantôt, tu avais raison, Mathieu Blanchard. Effectivement, il a terminé premier. C'est juste qu'il était accompagné sur cette première marche-là. Dans l'une des plus belles histoires, je pense, de trail des dernières années qui a pu se passer depuis le triple podium à Ricana. On dirait qu'ils sont destinés à Ricana à avoir des podiums groupés. Ou pas juste des triples podiums, pardon, des triples premières places. Parle-nous de la course, du moment, justement, où on progresse, on avance dans le parcours, puis à un moment donné, on croise Mathieu Blanchard dans le sentier. Fait que le début est parti, le début d'Arcana, les 3 premiers kilos, c'est quand même sur le flat, là. Fait que ça allait bien. Mais une fois que ça a commencé à monter, là, je me disais, mon Dieu, les gens, ils courent bien vite dans la montée, là. C'est peut-être moi qui est comme pas au niveau, là, mais, ça monte raide, là. Je pense que j'étais comme 10e à peu près là, dans la première montée je me souviens pas c'est quoi le nom du sommet, là, la première montée. Mais rapidement, par contre, dans la descente, là, j'ai vu que j'avais un peu plus de gaz que les autres. Fait que j'ai comme pris la 2e place là, après la première descente. Puis je l'ai maintenu jusqu'à temps que j'embarque avec mon paceur Daniel, encore une fois, parce qu'à Arcana, le paceur, il embarque à partir après le mont des Moriaux jusqu'à la kilomètre 35, genre 35 à 62. 35 jusqu'à 60, puis après ça, kilomètre 110 jusqu'à 125. Fait qu'il y a 2 moments où est-ce qu'il peut y avoir des pacers. Puis Daniel est pas chanceux, mais j'ai commencé à me sentir fatigué encore une fois quand lui est embarqué. Puis là, c'était bizarre parce que j'étais comme en début de course comme ça, là, mon cerveau il est comme un peu sur un nuage, puis il fonctionne pas super bien. Je suis comme ralenti, mais mon corps est correct, mais il y avait comme quelque chose qui fitait pas, je jasais moins, puis c'était pas la digestion, je comprenais pas trop, mais j'étais juste comme un peu dans un brain fog, là. Fait que à ce moment-là, ben il y a eu le 3e puis la 4e place qui m'ont rattrapé, puis on a couru comme à 3 là, jusqu'à temps qu'on arrivait à Sépac-Côte-Gorge, là. Je pense qu'on est arrivé vraiment proches les uns les autres. Fait que la Sépac-Côte-Gorge, au kilomètre 60, c'est à peu près la moitié du parcours. Puis ben là, j'ai juste opté pour la stratégie, on va se booster en caféine, là. C'est peut-être ça qui me manque, avoir un petit boost. Fait que c'est pas à Côte-Gorge, je me suis boosté comme ça. Puis là, on arrive dans la nuit. Puis ça a vraiment bien fonctionné parce que j'ai comme retrouvé un 2e kick, un peu comme au QMT, là. J'ai comme la 2e moitié de la course, je me suis senti énergisé, puis je sentais que j'étais capable. Mes jambes, là, c'était comme si finalement je me mettais à voler, là, littéralement, là. J'étais comme, wow, j'ai l'impression de faire des strides comme en entraînement, là. C'est comme ma foulée est tellement incroyable, là. Fait que j'avais comme vraiment un vent dans le dos, là. Je me sentais empowered. Pas au la point, petite carence de sommeil, des fois, elle vient comme donner des ailes supplémentaires aussi, tu sais, quand on est en course, puis comme tu dis, tu parlais de foggy brain, tu sais, notre cerveau va à des drôles de places, mais quand ça va bien, des fois, ça va bien. On est comme, tu sais, Red Bull donne des ailes, on est de même, là. Ouais, ouais, c'était vraiment impressionnant. Puis là, ben, c'est un peu le classique, là, j'entends, tu sais, je pensais à, tu vas bunker, mais tu ressors de ton bunk éventuellement. Puis c'était un peu, j'avais pas bunké, mais écoute, j'avais vraiment comme une deuxième énergie, là, que je savais pas sortait de où, mais. Puis tu parlais tantôt du ravito de gorge. Avant ce regain d'énergie-là que tu disais après les Hautes-Gorges, juste pour le bien du récit, Mathieu Blanchard avait 24-25 minutes d'avance sur toi à la mi-parcours. Au ravito Haute-Gorge, 60e kilo sur 125, il y a 25 minutes d'avance. Fait que il y a quand même une avance considérable, là. Vraiment, vraiment. Puis moi, mon crew m'avait dit il y a 25 minutes, puis je pense que je suis arrivé au G bleu, qui est l'autre ravito après. Puis il y avait encore 25 minutes, là. Fait que j'étais comme, ou 25-30 minutes. Fait que là, j'étais comme, ben, écoute, encore une fois, on joue pour la 2e place, là, comme c'était attendu, puis je pensais jamais que j'allais le rattraper. En fait, je me disais, là, j'essaie de me distancer des autres en arrière parce que j'ai pas envie de les avoir qui me soufflent dans le cou, là, ouais, comme c'est ça. Fait que c'était un peu dans cette optique-là, puis justement, jamais j'aurais cru le rattraper, là. Puis, comment ça s'est passé, ce moment-là? Ouais, ça a été un peu satisfaisant dans le sens où je retrouvais mes ailes, puis à partir du G bleu, chaque ravito que j'arrivais, ben, il me disait, ah, tu sais, je suis parti de 25 minutes, là, t'es à 10 minutes. Hey, what? Qu'est-ce qui se passe, là? C'est comme, OK, mais bon, c'est Mathieu Blanchard, là, tu sais, il va continuer en force. J'arrive au prochain ravito. On est peut-être au ravito environ au 90e kilomètre. Puis là, il me dit que c'était à 2 minutes. Là, 2 minutes, là, c'est comme, OK, ça se passe, là. Il y a quelque chose que lui, clairement que lui, ça se passe plus, puis moi, ça se passe parce que, clairement, quand tu perds une avance de 25 minutes, en dedans de 30 kilos, là, c'est que ça va plus du tout, là.
Là, tu parlais tantôt de 1 minute par kilomètre, ce que tu disais qu'elle était impossible d'aller te chercher sur le QMT quand il en reste 10. C'est pas le même contexte, mais c'est quasiment ça. Tu allais chercher 1 minute de plus, de moins par kilomètre. Non? Ouais. Fait que je l'ai rattrapé à peu près au kilomètre 100. Puis, tu sais, dans la nuit, là, j'arrêtais pas de chercher pour sa lumière de sa lampe frontale. Là. J'étais comme, hey, j'étais à 2 minutes de lui, je vais le rattraper à un moment donné, je vais le rattraper à un moment donné. Bon, à un moment donné, je suis tombé dessus. Puis, il s'est accroché à moi tout de suite, là. Fait que, mais moi, il était en train de marcher tranquillement, là, quand je l'ai attrapé. Puis, il s'est accroché à moi, on s'est mis à courir ensemble, puis là, on se met à jaser. Puis, euh, au début, ben, moi, je me présente, là, parce qu'il me connaît pas. Puis, OK, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, puis tout ça. Fait qu'on se met à jaser un peu d'autres loisirs. Tu sais, moi, je me suis mis à parler de plongée sous-marine avec lui parce que je voyais qu'il en faisait dernièrement. Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai juste envie de jaser avec lui comme je l'aurais fait avec n'importe quel coureur sur la distance. Puis lui, surtout, ce qu'il me disait, c'est que le brain fog que j'avais expérimenté au début du parcours, lui, c'est là qu'il vivait. Okay. Il me disait surtout les racines québécoises, ça lui jouait dans la tête parce que il me disait ça fait 5 ans qu'il habite en Europe. Puis qu'il y a plus du tout il y a pas de trail aussi technique là en Europe là. C'est vraiment des beaux sentiers bien balayés là, que j'aime dire. Fait que bien qu'il a commencé à faire de la trail en 2016 au Québec, puis il a gagné Arcana 80 km puis tout, mais il disait ça fait tellement longtemps qu'il n'en a pas fait qu'il a comme oublié à quel point ça pouvait être technique. Oui, ça, c'est un truc, je pense qu'on revient souvent dessus, là, que le Arcana, c'est pas technique, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Puis tu sais, Mathieu, je veux dire, il y a l'expérience du technique, il y a le FKT du SIA qui est encore pire qu'Arcana. Il a fait la Diagonale des Fous qui a gagné l'année passée, mais je pense que le technique, c'est de quoi qui se travaille, c'est un muscle du cerveau. Je pense pas que c'est tant physiquement qu'il y a plus de comment réussir à bien progresser là-dedans. Puis souvent, on le vit, je sais pas pour toi, mais moi, l'hiver, on court pas dans le technique parce qu'il y en a pas de technique en sentier. Les sentiers techniques deviennent roulants. Mais les premières fois, en mai, quand on va dans le bois, puis qu'on retrouve ça, cette lenteur-là, puis cette nécessité de rebondir très vite d'une racine à l'autre, puis que le cerveau va à 100 000 à l'heure parce qu'il analyse tout, ça prend du temps à se remettre là-dedans. Là. Ouais. Puis lui, je voyais que ça y jouait vraiment dans la tête, puis c'était ça qui l'avait vraiment ralenti. Puis justement, je lui avais dit, hein, mais tu sais, technique, il me semble qu'on parle que la Diagonale des Fous, c'est technique. Puis il me dit, ah non, c'est vraiment pas du tout la même chose, là. C'est plus des grosses montées, des gros drops, mais c'est pas des racines comme ça à en plus finir. Puis il obsédait sur les racines, là, ouais, c'est juste dans la tête. Puis je suis comme, ah, moi, j'en mange des racines, là, depuis 3 ans, là, c'est juste là-dedans que je cours. Fait que je trouve ça quand même cocasse, là. Ah ouais, c'est ça. Puis à quel moment on passe des kilomètres ensemble, on jase, on termine ensemble? L'idée est venue de qui? C'est la question à 1 million, hein? Exactement. C'est la seule question que j'avais décrite sur un papier. Qui a fait la grande demande? C'est ça la question. Qui a demandé l'autre, exactement? Tu sais, moi, j'ai essayé dans le sens où il me disait qu'il était fatigué, il disait qu'il en avait marre des racines. Fait que quand on tombait dans un bout qui avait bien de la racine, j'essayais de passer en accélération pour voir si j'étais capable de le lâcher, puis il restait accroché. Puis après ça paraissait qu'il disait la vérité parce que quand on arrivait dans un bout roulant, je peux te dire qu'il se mettait à rouler en tabarouette, là. Ah ouais. Là, puis tu sais, moi, on voyait lui, il avançait un peu, puis là, je tirais un peu de la patte, puis là, quand on retombait dans une section avec la racine, hop, là, il ralentissait, puis là, c'est moi qui allais devant, puis on a comme passé peut-être une trentaine de minutes, là, à faire un peu ce jeu-là, tu sais, après qu'on se soit jasé 30 minutes, on a comme fait un peu le chat et la souris, là, quand on alternait des sections comme ça. Puis, à un moment donné, ça s'est calmé. Puis on a juste recommencé à courir un peu plus relax. Puis moi, j'étais comme, honnêtement, j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là pour le reste de la course, là. Je suis quand même, puis j'avais du fun à courir avec. On avait recommencé à jaser. Fait que c'est moi qui a posé la fameuse question. C'est moi qui l'ai demandé en mariage pour notre semaine de course. Ce à quoi il a répondu? Je savais pas comment l'aborder, hein, parce que je me disais, comment tu demandes à Mathieu Blanchard de filmer?
de finir ensemble. Parce que toi, tu sentais que vous avez joué au chat à la souris, puis que ni un ni l'autre réussissait à semer l'autre. Mais Exact. après ça, est-ce que lui veut continuer? Parce que, je veux dire, il a déjà joué au chat à la souris avec Kylian, on se rappelle, puis Kylian avait dit si l'UTMB avait duré 5 km de plus, la souris Blanchard aurait rattrapé le chat, là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, puis j'ai pas souvent l'expérience de mener des courses, fait que je sais pas trop si ça se fait. Fait que je suis comme un peu abordé comme ça. Hey, je sais pas si ça se fait, mais ça serait cool de finir ensemble. Tu sais, sens-toi à l'aise si ça te tente pas, puis ça te tente qu'on continue à, à essayer de se battre pour, pas de problème. Mais je pense que ce serait cool de finir la course ensemble puis de continuer à jaser parce que maintenant on s'entendait bien. Ah ouais. Fait que, là, il était bien d'accord. Puis je voulais le demander aussi avant qu'on arrive au dernier ravito, là, où est-ce que nos pacers embarquent, parce que là, je sais comment, tu sais, c'est comme bizarre comme question à demander quand les deux pacers sont Ouais. là. Fait que j'ai demandé comme 10-15 minutes avant qu'on arrive au ravito, juste pour que ça soit plus naturel entre nous. Puis après ça, les pacers sont embarqués. Puis c'était quand même drôle parce que là, on a couru, je pense, un bon 2 kilos avant que les pacers soient au courant on s'était entendu là-dessus. Fait que là, à un moment donné, moi, je demande, hey, on s'arrête-tu pour faire pipi? Puis là, Daniel me regarde avec les gros yeux, genre, hey, qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai dit, genre, ok, c'est bon. C'est excellent. Puis ça devait être drôle aussi de tomber à 4 parce que c'est deux Ouais. pacers qui se connaissent bien. On parlait des cute tantôt, Daniel et Thomas Duhamel, le pacer de Mathieu, c'est des cute qui courent ensemble à Québec. Thomas faisait partie des premiers cute à Montréal avec Mathieu. Il y a comme une histoire à travers tout ça. C'était quoi l'ambiance de cette levée du jour-là à 4? Ben, c'était de jaser puis de parler de un peu, on apprenait à se connaître, là, tu sais, moi, autant avec Mathieu puis Thomas que je connaissais un peu moins, ben là, j'étais comme, ok, que c'est quoi vos vies, puis c'est quoi vos projets, puis tu sais, on s'échangeait, on était un peu dans l'échange comme si on était une gang honnêtement, comme si on était une gang de mid-packers qui font juste apprendre à se connaître C'est puis malade. qui partagent leur passion, puis ça a été ça pendant les 15 kilomètres, honnêtement, ensemble, là, fait que c'était vraiment cool. Moi, j'ai appris à plus connaître Mathieu et Thomas. Puis, évidemment, Daniel, ben, nous, on avait peut-être un peu moins de jus pour parler, mais après ça, les PSA aussi, tu sais, il y avait bien de l'énergie puis bien du gaz. Fait que des fois, ils prenaient un peu plus le lead, puis c'était bien parfait, là. Tu sais, c'était très convivial, puis amical comme ambiance, puis je trouve que c'était parfait. Puis c'est pour ça aussi que c'était le fun après ça, de finir ensemble, là. Je trouve que c'était une belle fin pour moi, en tout cas, l'expérience que j'avais vécue de passer quand même 3-4 heures avec lui à courir ensemble, là. C'est très cool. Tout ça est à l'image du trail, c'est magnifique. Le vétéran du sport qui partage des kilomètres avec quelqu'un mais je veux pas dire qui commence, mais tu sais, qui est dans ses premières armes en l'avant d'un pack puis qui décide de terminer main dans la main. Tout ça, ça se voit pas dans d'autres sports. On devient peut-être un peu habitué à ça en trail parce qu'on en voit des belles histoires comme ça, mais ça se fait pas ailleurs, c'est malade. Mm. Puis je trouve je trouve que c'était vraiment une belle façon de cloître cette expérience-là. Puis c'est un peu moins je fais pas de la trail pour gagner les courses, là. Je fais de la trail pour me dépasser, pour quand même j'ai un sentiment d'accomplissement quand je sens que j'ai une amélioration dans mes performances, mais c'est jamais dans l'optique de être le meilleur, c'est plus dans l'optique d'avoir du fun avec d'autres gens qui ont la même passion que moi. Fait que je trouve que c'est comme une façon parfaite de terminer cette course-là. C'est mission accomplie. Puis la saison se terminait pas là. Et non. Ça se poursuivait 3 semaines plus tard à Whistler. Je veux pas qu'on rentre dans les détails de la course, les fins détails, parce que je vois le temps filer, puis on a plongé à fond dans le QMT puis dans Arigana, mais c'était quoi l'objectif d'aller à Whistler? C'était d'aller chercher ces temps convoités-là, accès pour l'UTMB pour l'an prochain? Pas du tout. Malade. Sur cette course-là parce que j'ai vu des vols d'Alexis pas chers au mois de août C'est malade. avant l'hiver. Dans le fond, en regardant mes emails, au mois de août, j'ai vu les vols d'Alexis pour le mois de septembre ou octobre. Fait que là, avec ma blonde aussi, hey, on organise un voyage de rando. Elle était partante. Fait que on regardait qu'est-ce qui fit avec notre horaire de médecine. Fait que tu sais, ça s'est vraiment organisé dernière minute, là. Puis, puis après ça, ben, je check, OK, y a-t-il une course proche de Vancouver qui serait accessible? Puis honnêtement, je voulais faire plus qu'à, mettons, un 20 km. Il y en avait une couple de plus courte distance, mais au-dessus de 50 km, c'était la seule.
Fait que je disais, ben là, c'est cool, là, il va avoir des beaux paysages, puis ça fit dans les dates. Fait que c'est comme ça que je me suis fini par m'inscrire là. Je trouvais quand même que c'était très optimiste parce que c'était 3 semaines après Arcana. Fait que là, j'avais vraiment aucune idée comment mes jambes vont être. Puis j'avais aucune attente aussi. Là. J'étais juste comme, hey, là, j'y vais, puis pas de pression. J'ai juste envie d'avoir du fun, voir des beaux paysages. Finalement, j'ai vu aucun beau paysage parce que il a plu toute la journée. Mais la semaine avant, la semaine de rando, camping a été vraiment cool. On a été choyés en météo. Fait que c'était juste de découvrir cette belle région-là. Vous étiez jamais allés les deux? Non, on n'était jamais allé, puis on a été vraiment agréablement surpris, là. On a commencé notre voyage plus dans la vallée d'Okanagan. Puis là-bas, je m'attendais pas. C'est comme un peu un microclimat désertique style Californie, où est-ce qu'ils font pousser du vin puis des Ah ouais. pêches. Puis il faisait comme 28 degrés. On était en fin septembre, puis on était sur le bord de la plage, puis on était en t-shirt, puis on n'en revenait pas, puis c'était vraiment beau. Puis après ça, ben, dans la région de Whistler, puis Garibaldi Lake, Squamish, c'est tellement beau ce coin-là, puis on a tellement des belles randos dans le coin que on s'est gâtés. Fait que, tu sais, j'avais pas d'objectif performance. Tu sais, je faisais des randos de 15 km, 1500 mètres de D+, à tous les jours de la semaine avant. Là. Fait que, Ouais, tu c'est sais, ça. j'étais là juste pour avoir du fun. Puis, ça a été très difficile de finir les derniers kilomètres. Là. J'ai senti qu'il y avait beaucoup de courses emmagasinées dans ma saison, là, dans les derniers kilomètres. Fait que ça a été vraiment difficile de finir la course. Mais je suis quand même content d'être allé jusqu'au bout. C'est cool parce que vous étiez dans le top 5, 3 Québécois. Il y a Samir Gouin de Montréal qui est terminé deuxième. Puis il y a Cédric Gagnon qu'on connaît bien. Il est venu au podcast un peu plus tôt cette année dans l'épisode sur le Trail Coureur des Bois parce que c'est le tech rep chez Oka, bien connu dans la communauté trail. Il est terminé quatrième, toi cinquième. Ça devait être cool quand même de partager, ou je sais pas si vous avez partagé tant de kilomètres ensemble ou c'était plus de vous croiser, mais d'être dans une course à 4000 kilomètres du Québec puis d'être avec des Québécois. Ouais, c'était hot. Mais moi, j'ai été troisième pour, disons, la première moitié de la course. Puis, arrivé justement kilomètre 60-65, là, je me suis mis à vraiment ralentir parce que les gens, ils pesaient fort. Puis, il y a juste Samir qui m'a passé en flèche, là. Lui, Ah il avait ouais. aucun intérêt à me parler, là, parce que je pense qu'il voulait jouer dans mon mental, là, de dire, hey, essaye pas de t'accrocher parce que moi, je pars en balle. Puis, c'est vrai qu'il est parti en mission parce qu'il est allé chercher le deuxième. Puis, il Ah a ouais, c'est fini. fou, hein? Ouais, ouais, fait que non, mais je voyais qu'il avait vraiment des bonnes jambes, puis à le voir passer, je dis non, moi, je m'accroche pas à lui, là, c'est correct. Tu l'as laissé aller dans la voie de gauche. Puis Cédric, il m'a rattrapé plus vers kilomètre 70, je pense, puis lui, il était un peu plus partant de me jaser, fait je pense qu'on a passé comme 3-4 kilos ensemble. Il a essayé de me faire revivre un peu, là, tu sais, on voyait qu'il voulait que je m'accroche à lui, là. Mais à un moment donné, je voyais qu'il y avait quand même des meilleures jambes que moi. Fait que non, c'était cool de jaser avec justement un Québécois à Whistler. Puis il est bien gentil, fait qu'on a jasé. Puis à un moment donné, j'ai dit hey, si t'as des bonnes jambes, continue à courir parce que là, moi, je te ralentis en ce moment. Puis honnêtement, il avait des très bonnes jambes parce qu'il est passé très proche de rattraper il est fini quatrième, mais il est passé très proche de rattraper le troisième là, à 3 minutes. Fait que c'était très hâte de les voir flyer comme ça. Ah, c'est clair. Ben, c'est une belle façon de clore la saison qu'un voyage de rando avec ta blonde, avec une expérience de course différente ailleurs. Ça clôt bien cette saison-là qui est assez exceptionnelle, là. Yes. Je suis quand même je suis bien heureux. Puis je trouve au final, je reflète là-dessus comme c'était vraiment cool. Puis au début de l'année, je me serais jamais attendu à sortir des performances puis faire des premières places sur des courses compétitives. Mais là, je réalise aussi que ça en fait beaucoup dans mon Ouais. année. Puis je le sens dans mes jambes, je le sens dans mon état mental. Là, je suis comme l'an prochain, je pense que je vais essayer de plus les espacer puis en faire un peu moins parce que des fois, ça peut devenir très addictif le trail, mais faut pas comme brûler toutes nos cartouches quand on sent qu'on a le vent dans le dos parce que j'ai l'impression que ça pourrait venir me manger davantage puis que j'y perds plaisir justement. Puis je veux pas ça. Je veux que ça soit une pratique, une passion qui me dure des décennies, tu sais. Ah ouais. Je veux pas brûler mon plaisir trop vite. J'ai l'impression de refaire 2 courses collées comme ça, là, avec juste 3 semaines entre les deux, là, ça va pas être dans le futur, là, je vais quand même faire plus attention pour les espacer un peu plus, là. Ouais, puis comme tu dis, l'objectif, c'est de faire ça longtemps.
Fait que, je veux dire, ils vont toujours être là, ces belles courses-là qu'on a tout envie de faire la même année, puis que, c'est correct de prendre le temps, une bouchée à la fois, puis de se donner l'espace. C'est le fun d'arriver à une course, puis se sentir complètement prêt, puis pas avoir le doute de « Hey, j'ai-tu bien récupéré de la dernière? » Non, regarde, je me suis laissé le temps de récupérer. Fait que c'est bon signe. Qu'est-ce qui t'attend pour le futur, là? On parlait du futur loin, tu veux faire ça pendant des décennies, mais à court terme, qu'est-ce que tu regardes? T'as-tu envie de retourner dans le 100 000? T'as-tu envie d'optimiser cette distance-là du 100, 125, 135 qui a l'air de très bien t'aller? Il y a les World Trail Championships qui viennent de passer en fin de semaine dernière, puis ça me parle beaucoup. Ouais. J'ai le goût j'aurais quand même le goût d'aller vivre ça. Puis je pense que je peux me permettre ce rêve-là, je peux me permettre de viser ça comme objectif. Fait que c'est quand même dans 2 ans, c'est en 2027, en Afrique du Sud. Pour m'aligner, disons, sur cette course-là, j'aurais quand même c'est 80 km la plus longue distance. Fait que pour optimiser ça, disons, je regarde beaucoup le QMT 80 l'an prochain. Okay. C'est comme les championnats canadiens. Ouais. Fait que j'ai l'impression que ça va être une des courses sur lesquelles je m'enligne l'an prochain. Puis sinon, je vais essayer de rentrer d'autres courses disons, entre 100 et 160 justement. Mais je sais pas encore lesquelles. Je regarde le calendrier, puis on va voir. Je suis comme mitigé parce que j'ai le goût de pousser ma vitesse sur des distances comme justement les 80 km, les 100 km, les 120 km. Mais d'un autre côté, je suis aussi intrigué par des courses comme Tour des Géants. Ah ouais, ok. 300 km, Copacabana, puis tout ça. Ça, on dirait que ça me parle aussi. Fait que ce sera pas pour l'an prochain, mais j'ai certainement une vision sur plusieurs années qui me ferait certainement aboutir sur une de ces courses-là. Mais je t'écoute depuis tantôt, tu sais, il y a beaucoup l'aspect aventure, de partir à l'aventure, tu l'as dit textuellement comme ça plus tôt dans l'entrevue. Il y a ça quand on part sur de la très longue distance, que ce soit un 100, 125, 160. On part à l'aventure, on a le backpack qui est plein parce qu'il y a de la veste, il y a du stock, il y a du matériel obligatoire, on est en gang, on s'en va s'amuser, puis on sait que ça va être long. Puis là, tu parles de longue rando tantôt avec ta blonde et tout. Fait que tu sais, je pense que plus c'est des longues distances, quand on arrive sur du 200 miles ou du Tour, puis c'est juste l'aspect aventure qui est encore plus fort. Puis les gens qui en parlent le disent, tu sais, c'est de moins en moins une course, puis de plus en plus une très longue aventure. Là. Mais disons je suis complètement d'accord avec toi, mais pour m'aboutir là, il faudrait que j'aie vraiment confiance que mes jambes vont être capables de tolérer cette distance-là. Puis je sais pas comment tu build up parce qu'il y a pas tant de courses non plus dans le range du 200 km. Là. On dirait que c'est 160 km puis après ça, tu tombes dans 200 miles. Ouais. Fait que j'ai l'impression qu'il faudrait que j'accumule une coupe de 100 miles justement avant de passer à l'étape 200 miles pour me sentir en confiance. Ben, dans l'Ouest canadien, t'as aimé dans l'Ouest, il y a la Fat Dog 120 qui est 120 miles. Fait que tu sais, tu dépasses les 200 kilos puis c'est vrai. Il y a ça. Peut-être sur une bucket list. Ah, intéressant. Ça a l'air beau dans ce coin-là aussi. Je checkais pas le 120 miles, mais je regardais les courses qualificatives. Mon objectif long terme, c'est la Western State, puis j'accumule l'année en année des points. Puis il y a la Fat Dog 100 kilos et le Fat Dog 120 miles qui sont tous les deux qualificatifs. Puis une option pour dans les prochaines années. J'aime ça regarder sa liste parce que tu sais, des courses, il y en a tellement. J'aime avoir un objectif comme dans ce cas-ci, la Western. Ben, ça circonscrit un peu ton nombre d'options, tu sais, quoi qu'il y en a plein de belles en dehors, puis j'en fais aussi qui sont pas qualificatifs, bien sûr, mais des fois, quand tu cherches un objectif A dans l'année, ben, de partir avec une map du monde, il y a des milliers de courses, des fois, c'est le fun se circonscrire un peu, puis d'aller voir qu'est-ce qui peut se faire dans cette liste-là, puis elle est longue, la liste de la Western, fait que ça, c'est mal fun aussi, là. Je comprends. Puis moi aussi, j'essaie de, justement, aller voir des courses partout dans le monde, mais tout en gardant un point d'attache aux courses québécoises que j'aime vraiment, puis tu sais, je trouverais ça lourd en termes de mon horaire d'aller voyager 3-4 fois par année pour aller faire des courses internationales. Fait que je prends vraiment plaisir à quand même bâtir mon horaire de courses alentour de certaines courses québécoises aussi. Ouais, puis on en a beaucoup, puis beaucoup de très très belles, puis chacune a un peu sa saveur différente. Fait que ça, je pense que c'est ce qui fait la beauté de notre communauté trail, notre réseau de courses, c'est cette diversité-là qu'on a,
Puis chacune a son petit côté régional qui est ancré dans sa région, dans ses bénévoles, dans son âme. Fait que ça, c'est trippant à aller explorer. Là. Ouais, je suis bien d'accord. Xavier, on arrive à la portion compétitive, performante de l'entrevue. C'est les questions éclair NAC. Et là, on a une triple égalité en tête en 19 secondes pour le format des questions éclair NAC à distance. Tania, la semaine passée, s'est ajoutée à la liste de Max Dastou et Laurie Girard en 19 secondes. Fait que là, tu as une opportunité de soit les rejoindre, de terminer ça main dans la main avec ces 3 autres coureurs-là, ou de prendre la première place à toi tout seul. Fait que je sors mon chrono. Non, ça c'est la calculatrice, c'est pas le chrono. Voilà, je sors le chrono. Tu me dis quand t'es prêt, puis on se lance dans les questions avec l'arnaque. Je suis prêt. Route ou trail? Trail. Monter ou descendre? Descendre. Automne ou printemps? Automne. Bâton, pas de bâton? Pas de bâton. Sentier roulant ou technique? Technique. Question NAC, citron ou ananas? Citron. 100 km ou 100 000? 100 kilos. L'Estrie ou le Saguenay? Saguenay. Guadeloupe ou Whistler? Whistler. QMT ou Arikana? Arikana. 20 secondes! À une seconde d'être sur le FKT. Très fort. On n'a pas parlé de la Guadeloupe. Je pense qu'on pourrait faire un autre épisode complet, mais je veux dire, je l'avais mis dans les questions parce que j'avais vu que tu as fait une course l'hiver passé en Guadeloupe, une expérience qui doit être complètement différente. C'était très chaud et très boueux. En fait, je dirais que c'est la course la plus technique que j'ai faite de ma vie. Ah ouais, encore plus. Il y avait tellement de boue que je me sentais comme Tarzan. Là. Il fallait s'accrocher aux arbres vraiment sérieusement pour monter. Là. C'était tellement glissant. Mais c'était le fun pareil. T'en as-tu parlé avec Mathieu de la Guadeloupe? Parce que lui a fait l'Ultra 13 Guadeloupe dans le passé. Il a gagné le 80, je pense, mais il retourne cette année Est-ce-tu la Guadeloupe ou la Martinique? Il s'en va en Martinique. Il s'en va en Martinique, pardon, j'ai mélangé les deux, mais il a déjà fait l'Ultra 13 Guadeloupe il y a quelques années, juste avant la pandémie, puis il me semble que c'est ce qu'il avait dit, c'est que la quantité de boîte n'a aucun sens. Puis bon, je veux pas me vanter, mais les locaux disaient que c'était une année particulièrement boiteuse. Fait que, honnêtement, là, c'était un autre niveau, puis il faisait tellement chaud que, honnêtement, on croisait plein de petits ruisseaux, là. Je trempais ma tête dans chaque ruisseau que je croisais parce que on surchauffait, là, ça avait pas de bon sens. Ouais, puis là-bas, ça s'appelle pas une ultra trail, c'est une ultra trace parce que des traces, c'est un autre type de sentier qui se développe. Puis justement, c'est ça, on cherche pas l'endroit le plus sec sur lequel le passer, on cherche juste la trace, puis si elle passe dans un marécage, je pense, elle passe là. C'est ça qu'on avait, là. On avait vraiment des fois là, la boue jusqu'aux genoux, littéralement. Là. Aïe, aïe, aïe. Une expérience complètement différente. T'étais prêt pour le Mestachibo rendu là? Ah, j'avais plus peur, là. Je riais un peu des gens qui parlaient du Maelstrom et du Mestachibo parce que moi, j'ai vécu la Guadeloupe à travers. Là. Des fois, c'était aussi dans les gros plants de bananes, là, des espèces de grosses plantes, là, puis fallait. Moi, je forgeais le chemin parce que j'étais le premier, puis des fois, c'était pas super bien balisé. Fait que, honnêtement, j'ai fini par me couper dans des espèces de grosses herbes, là. C'était quelque chose. C'était plus un raid d'aventure. Ouais, c'est ça, ça a l'air intense. C'est malade. Xavier, merci beaucoup de ton temps. Ça fait un petit bout qu'on s'en parlait cet épisode-là, puis on attendait que ta saison soit complètement finie, du moins avec Whistler. Fait que ça a été un grand plaisir de te recevoir. Je sais que les auditeurs, les auditrices avaient hâte parce qu'on m'en parlait, puis je leur disais, ça s'en vient, c'est au calendrier. Merci beaucoup de ton temps ce soir. Ben, ça fait plaisir, puis c'est tout le temps le fun de venir jaser de trail avec un geek puis quelqu'un qui est autant passionné que moi. C'est super gentil. Écoute, ça a été un grand plaisir. On a couvert une année complète, une vie complète, ce qu'on a commencé au début, mais c'était le fun de replonger là-dedans. Moi, je termine comme d'habitude en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire principal depuis les tout débuts, ainsi que Noctem, Mox Mocktail et Café Charlevoix. Je les remercie tous. T'as-tu le temps de finir ta bière, Xavier? Vraiment, je suis fier de moi. Elle est vide. Très fort, cheers, merci beaucoup de ton temps. Puis à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.